Un nouvel épisode de Parole d'image. Je suis toujours avec mon pote Max. Comment tu vas, Max ? Eh ben, écoute, Raph, ça va bien. Ça va bien ? Ça va mieux qu'hier. Mieux mais qu'hier ? Ça va moins bien que demain. Ok. J'ai fait attention de le dire dans le bon sens. Ouais, c'est vrai que d'habitude, tu te trompes quand tu dis ça. Ouais. Aujourd'hui, avec nous, on a Martin Colombet et Tess Rimbaud. Comment vous allez ? Ça va. Ça va ? Ça va très bien. Ouais, Ça va, super. ça va. On est très content de vous avoir tous les deux. Yes. Merci. Couple dans la vie et couple de passion aussi, puisque vous partagez la même passion. Vous n'avez pas tout à fait le même métier. On va en discuter. Mais c'est la presse qui vous réunit. Toi, Tess, tu es iconographe. On va en discuter un peu. On va parler de ce métier un petit peu que les gens ne connaissent pas forcément. Obscur. J'ai remarqué, c'est le métier de l'ombre. Et toi, Martin, tu es photographe, reporter, un peu plus. Portraitiste de base. Portraitiste de base. J'ai vraiment commencé par le portrait. Ouais. Et c'est après que le reportage est venu et les boulots perso. Mais à la base, je suis plus portraitiste. D'accord, ok. Donc, tu n'as pas commencé par la presse. J'ai commencé par la presse, mais en portrait. Je faisais que du portrait. D'accord, pour la presse. Okay. Ouais. Et comment vous êtes arrivé, du coup, dès le départ dans ce milieu ? C'est quoi qui vous a amené En général, c'est pas anodin quand on arrive dans la presse. C'est rarement un métier par défaut. Tu sais, comme on peut avoir des métiers ou des voies un peu par défaut. La presse, j'ai l'impression que c'est pas un des métiers que tu fais comme ça par défaut. Comment je suis arrivé dans la photographie ou dans la presse spécifiquement ? Dans la presse et dans la photo aussi, je suppose que c'est des chemins qui se rejoignent. Ouais, moi dans la photo en fait c'était assez simple parce que j'avais pas trop le choix en fait. J'étais très mauvais à l'école, donc j'avais pas le choix des orientations. Et finalement c'est un choix qui a été fait parce que je pense que j'ai pris le risque de le faire parce que je pouvais finalement pas faire autre chose. J'avais pas grand chose à perdre, j'avais devant moi que des métiers pas terribles qui s'ouvraient à moi. Et puis finalement, j'ai fait une école photo et pour la première fois de ma vie, j'ai été bon à l'école. J'ai fini premier de ma promo. Enfin, j'ai eu le prix du jury. J'ai sauté une année d'une école privée. Enfin, voilà, donc on parle en plus de l'ETPA, voilà, c'est ça. École que Célestine qui réalise l'émission a fait, dans laquelle je l'ai rencontré. J'ai fait l'ETPA aussi. D'accord. Et tu l'as fait, et l'ETPA qui est partenaire de l'émission. Okay. Donc qu'on salue aussi, qui sont avec nous. Donc c'est très marrant qu'on ait des invités comme ça qui ont fait l'ETPA. Ouais, bah c'est une bonne école. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait la première année et la troisième année en fait. Oui, j'ai vu qu'il y avait un truc, il y avait un truc bizarre dans ton parcours. Sauté une classe. Ouais, j'ai sauté une classe. classe. En fait, il s'avère qu'en fait, j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque et je travaillais McDo en fait tous les soirs et j'arrivais à exploser tous les matins en cours en fait et je devais être viré en fait pour la deuxième année. Ok. Et j'ai eu un conseil de discipline en fait et la personne avant moi avait été virée, enfin pour les mêmes raisons, donc j'étais vraiment persuadé de virer. Okay. Et je rentre dans le bureau, je me dis je me refais virer d'une école, enfin c'est la catastrophe. Et en fait elle me dit non mais en fait tu vas pas être viré, on va te faire sauter une année parce que tes profs t'ont sauvé, en fait incroyable. On comprend pourquoi tu es jamais à l'heure, etc. Mais t'as un super potentiel, on va te faire passer directement en troisième année. Donc ils m'ont fait économiser 7 000 €, ce qui était bien. C'est clair. Ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Ouais, c'est ça. Donc là j'étais trop content. Dans le bon sens. Ouais, tu vas dans le bureau de l'administration pour te faire virer et c'est ça. Et tu sors avec un saut de classe, tu vois. C'est ça. Trop bien. Et je m'apprêtais à appeler mes parents pour dire que j'allais être encore viré. Et en fait, je les appelle pour dire que je leur ai fait économiser de l'argent, donc c'était bien. Et puis au final, je sors avec le prix du jury sur la troisième année. Et tout de suite, j'ai pu enchaîner avec un assistanat chez Stéphane Lavoué, donc, qui devait durer 1 an et qui finalement a duré 6 mois parce que j'ai tout de suite travaillé en fait. J'ai eu des commandes directement pour plusieurs magazines et du coup en fait ça devenait compliqué d'être assistant et travailler en même temps. Donc, on parle de quelle année là 2011. Donc je sors en 2010. Okay. Et en 2011, je travaille directement pour la presse dès que j'arrive sur Paris. En fait, j'ai eu pas mal de chance. C'est très vite goupillé. Et j'ai pu faire des portraits. Les premiers qui m'ont fait bosser, c'était le magazine Tétu. Okay. Après, très rapidement, Libé en 2011. Et après, ça a suivi avec les Cahiers du cinéma, Le Monde, Télérama, enfin toute la presse un peu à photo qui est maintenant un peu périclitée. Mais, c'est la presse qui est venue vers toi à chaque fois ? Non, c'est moi qui ai montré mon book. Ouais. Donc j'ai vraiment fait le tour des rédactions avec un gros book en format A3, en papier, avec des projets très perso et assez radicaux quand même par rapport à ce qui se fait en presse. Donc les premiers qui m'ont fait bosser, c'est vraiment des gens qui assumaient une écriture assez forte. Déjà, c'est des portraits extrêmement sombres. D'accord. C'est ce que vous appelez radical ? C'est pas par forcément rapport à ce qui se passait dans la presse. C'est pas très pop, quoi. Non, ça passait pas partout du tout. Okay. C'était très sombre à la fois picturalement. De façon picturalement, je pense que ça se dit. Et puis aussi très sombre sur les attitudes. C'était extrêmement triste. Très très dur, très lourd, et en fait j'arrivais à photographier les gens
qu'on m'envoyait photographier, que ce soit des ministres, des vedettes, etc., de la même façon que je photographiais mes amis en fait en soirée. D'accord. Donc j'ai pu appliquer tout de suite ce style dans lequel je me suis enfermé un peu au départ, mais qui m'a ouvert pas mal de portes assez vite. Et donc la presse, parce que c'est fait naturellement. Moi au début, je voulais plutôt travailler dans la pub. Et puis en fait, j'ai compris au cours de l'école que c'était pas du tout l'univers qui me plaisait, ni la mode d'ailleurs, je voulais travailler en mode aussi. Et finalement, la presse, j'ai compris que je pourrais exprimer beaucoup plus ce côté dark un peu que j'aimais bien par rapport à la mode, on peut encore un petit peu, mais en pub, c'est plus compliqué. En fait, ça me permettait d'être beaucoup plus libre en fait, dans ma photographie. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, donc c'est en allant à l'école que tu as un peu trouvé ton... Ouais, en première année, je faisais que des trucs studio, hyper léchés, vraiment genre pub de voiture, etc. Et en fait, la première année, je me suis complètement déconstruit photographiquement, j'ai beaucoup travaillé à la chambre. Et puis j'ai eu des rencontres photographiques, j'avais une culture photographique qui était assez faible en fait. Et à la troisième année, je ne sais pas si tu vois comment c'est fait, mais il y avait Pierre Barbeau donc, qui amenait chaque jour... salut Pierre. Qui était vraiment un papa pour moi et qui m'a amené des dizaines de livres, enfin qui amène à tout le monde, mais des dizaines de livres photos sur la table tous les matins. Et ça a été vraiment à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait on pouvait faire autre chose en photographie. Et c'est là que j'ai commencé à travailler à la chambre, que j'ai commencé à traîner dans des squats pour faire des photos. C'était vraiment les premières choses que j'ai fait à la chambre. Et puis ça a ouvert complètement en fait, l'idée que je me faisais de la photographie et la façon de faire. Je me suis rendu compte qu'on a fait simplement un petit entre-soi. Pierre Brabo, simplement, là on parle entre personnes qui ont fait l'ETPA. Pierre Brabo qui est le responsable de la 3e année à l'ETPA. Donc voilà, qui est un personnage très fort et qui est le papa, je pense, de plein d'élèves. De plein de photographes maintenant qu'on voit à Paris et partout. Voilà, après il a fallu couper les ponts. Moi j'aurais bien aimé continuer à avoir des ponts avec lui, mais bon, je pense qu'il a de nouveaux bébés chaque année. Donc il est obligé de couper les ponts. Et toi, Tess, du coup, la presse, comment tu es arrivée dans ce grand bain, dans ce grand milieu ? Mais, en fait, moi, j'ai un peu fait l'école des gens qui savent pas trop quoi faire, mais qui sont bons à l'école, c'est-à-dire Sciences Po. Okay. Et en fait, c'est juste 5 ans où tu as le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Et après, j'ai toujours été très fascinée par le journalisme et le photojournalisme. Donc, rapidement, j'ai fait tous mes stages là-dedans. Et en fait, c'est ces stages qui m'ont lancée dans ce milieu-là, parce que le Icono, c'est très peu connu et il n'y a même pas de formation. En fait, il y a des formations professionnelles, mais il n'y a pas des formations post-bac, par exemple. D'accord. Ou en tout cas, à mon époque, il n'y en avait pas. Peut-être que là, je ne me suis pas penchée sur des formations récentes. Mais, Et tu savais que tu voulais faire iconographe, du coup, à peu près? Non, j'hésitais entre journaliste, parce que j'ai une formation de journaliste, en fait, et j'écris, et des fois, j'écris pour Libé aussi sur la photo, et j'adore ça. Et en même temps, j'étais très intéressée par l'image. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans ce métier qui fait le pont entre les deux, et ça me va bien. Et voilà, en fait, j'ai fait un premier stage dans une coopérative de photographes en Argentine. Donc, tu as commencé en tant que photographe ? Tu es rentré dans l'image en faisant de la photo ou... Ouais, je faisais un peu de photos, mais pour la coopérative, je faisais pas un taf de photographe, tu vois, je faisais un taf de relations responsable éditorial, où tu vends les sujets aux magazines, etc. Donc déjà après, dans l'édito, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai bossé dans la revue qui s'appelle 6 mois. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une revue de photojournalisme assez connue et prestigieuse. Et c'est vraiment ce stage-là qui m'a un peu lancée dans le milieu. Et j'ai appris plein de choses là-bas. Et après 1 an de Myop, pareil, qui est une agence de photoreporters français. Et puis Libé depuis 6 ans maintenant. Donc là, tu es à Libé actuellement. Mais oui, ça fait longtemps. Ah ouais. Et donc je pense qu'il faut caler quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut définir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de bégayer là derrière leur écran. Qu'est-ce qu'un iconographe ou une iconographe ? Quel est son job en fait, qu'on n'entend pas forcément. Enfin, on voit, on est très à l'aise avec le métier de journaliste, qu'on maîtrise, qu'on connaît, et voilà. Le métier de photographe aussi. Iconographe, on entend beaucoup moins parler, on voit beaucoup moins leur rôle de. Ouais, bien sûr. Il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a un métier entre le photographe et le journal imprimé à la fin. Ouais, et même entre le lecteur, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et l'icono, c'est vraiment la personne qui est en charge de l'image au sein d'un journal, en fait. Et nous, à Libé, on se répartit par séquence. Quelqu'un qui fait la culture, quelqu'un va faire le sport. Moi, je fais l'international en ce moment. Et donc, je suis en charge de tous les sujets internationaux en photo.
Ça veut dire que soit je vais lancer des prods, donc trouver des photographes à l'étranger qui vont accompagner un journaliste sur un sujet. Je sais pas, là, récemment, on a fait un boulot sur les migrants au Mexique qui sont rejetés à la frontière américaine, par exemple. Donc, il faut que je trouve quelqu'un, que je le briefe, que je lui rapporte un peu qu'est-ce que l'écriture photo à Libé, parce que c'est souvent des photographes avec qui on collabore pour la première fois. Et, ça s'affilie à un boulot de commande? Ouais, c'est ça, c'est de la commande, en fait. D'accord. C'est de la commande. Dans les bons services photo. Parce que c'est pas partout qu'il y a de la commande. Ouais, en fait. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas partout qu'il y a le budget et c'est aussi parfois plus simple, en fait, et plus rapide et moins cher de trouver des photos en agence. Donc, t'es inscrit, enfin, tu as un abonnement à des agences comme l'AFP, Reuters, AP, et tu prends tes photos là-dessus, quoi. Et nous, on a ces abonnements-là et c'est super, mais en fait. T'as aussi, là, ça nous permet d'avoir des sujets avec un photographe, un journaliste qui étaient au même endroit, qui ont des regards assez différents, que ce soit à l'écrit, en image, sur un sujet. Et c'est ce qui fait la particularité de Libé, en fait. C'est assez fort, c'est des écritures qui ne sont pas purement journalistiques, mais souvent des regards d'auteur, en tout cas de la part des photographes, et des regards forts, et on encourage ça, en fait. Donc la majorité du temps, c'est quand même toi qui repères le photographe, qui le contacte, Ouais. qui le brief, etc. Et puis, ouais, bah pour l'international, ouais, après on est plusieurs iconos, mais oui, c'est ça. Et puis donc je suis en charge de cette partie qui est antérieure à la publication, en fait. Et une fois qu'on reçoit les photos, on édite, donc on choisit les images qui vont être publiées. On travaille main dans la main avec la maquette à Libé, donc les directeurs artistiques qui vont mettre tout ça en forme. Par exemple, si tu as une double page, quelle est la manière la plus pertinente de créer un récit, en fait? Est-ce que tu mets une photo forte qui claque? Est-ce que tu vas choisir d'en mettre plusieurs parce que c'est plus dans la série que tu as envie de raconter cette histoire-là? Enfin, en fait, toute cette réflexion-là, on l'a tous les jours au moment de construire le journal à Libé. Tous les matins, on se dit, bon, comment est-ce qu'on maquette? Donc c'est un débat entre vous? Il n'y a pas quelqu'un qui est responsable de ça? C'est des échanges? C'est un échange, en fait, entre l'édition qui relie, et qui titre, etc., la maquette, les directeurs artistiques et les iconos de Libé. Et les photographes, après, nous, on les implique souvent en leur envoyant, parce qu'ils sont pas là présents, enfin, ils sont pas présents, en fait, à ces réunions-là. Eux, ils envoient leurs photos et après, c'est entre nos mains. Donc, je pense que ça, c'est un peu frustrant quand t'es photographe. Donc votre relation avec les photographes, elle est souvent à distance, en fait. Ouais. Bah, surtout depuis qu'on a déménagé, là, plus personne vient nous voir. Et surtout aussi depuis le numérique. C'est vrai que le numérique a complètement cassé ce lien de proximité qu'il y avait entre le photographe et l'icono, parce qu'avant, il y avait un service, il y avait un labo à Libé. Où ils développaient les photos sur place. Voilà, où les photographes pouvaient faire leur prod, et puis après, direct, ils retournaient à Libé, développer leurs films, et c'était l'occasion pour eux de discuter avec les iconos, d'apprendre à éditer aussi. Et puis de rencontrer les autres photographes. Ça, aujourd'hui, c'est cassé un petit peu. Ouais. Oui, parce qu'on reçoit des WeTransfer, en fait. Et ils venaient carrément développer sur place? Ouais, il y avait un labo à Libé où c'était vraiment l'occasion de se rencontrer, donc à la fois entre les photographes et puis les photographes et les iconographes. Nice. Et ils choisissaient les photos sur planche contact. Donc ça, ouais. Ça, c'était le rêve un peu. Maintenant, c'est terminé tout ça. Moi, j'ai pas connu ça. C'est un regret? Ouais, un peu, parce que t'as évidemment plus d'interaction avec les photographes, tu vois. Après, nous, on essaye de garder ça à Libé, même si des fois on n'a pas le temps et tout. On essaye d'appeler les photographes, de dire comment ça s'est passé, quelle image tu préfères, comment tu veux qu'on mette en valeur ta prod. Et puis surtout, quand on fait la maquette, d'envoyer des screens, en fait. Je sais que tout le monde ne fait pas ça dans la presse, et je pense que les photographes apprécient vraiment cet échange. Genre, t'as fait cette maquette-là, t'as choisi cette photo en grand, moi j'aurais plutôt vu ça, vas-y, on essaie. Enfin, en fait, de se sentir impliqué dans la dernière partie du process. Je pense que c'est vraiment intéressant quand t'es photographe. Et il y a un nombre de photos commandées, ou comment ça se passe? Je me dis, il fait une première sélection, en fait, le photographe, et du coup, c'est vous qui faites la sélection finale. Ouais, c'est ça. Bon, il n'y a pas vraiment de règles, et on a des photographes qui nous envoient... on a d'excellents photographes, mais qui éditent pas très serrés, qui nous envoient 100 images, et on se démerde, tu vois. On navigue un peu là-dedans. C'est galère, et en même temps... je sais pas, je préfère avoir beaucoup de choix, et t'y passes un peu plus de temps, et tu vois, tu sors des bonnes images que des photographes qui éditent super serrés, et en fait, ils ont pas choisi la bonne scène, donc c'est pas très grave d'avoir le choix.
Mais bon, ça dépend un peu du sujet aussi. Parfois, il y a un photographe qui va faire une journée de commande sur, je sais pas, une manif de gilets jaunes. Il nous envoie évidemment plus de photos qu'un portraitiste qui a vu quelqu'un 10 minutes, quoi. C'est sûr. Il y a un truc qui nous a fait marrer sur ton compte Insta tout à l'heure. Vas-y. On s'est marré parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Ah, on sait même pas si c'est une vanne. Merde. Du coup ça n'existera pas, mais... C'était peut-être pas clair. Iconographe, service Libé, option nécro et lacrymo. Pourquoi ? Parce que Libé est très connu pour ses nécros. Est-ce que c'est nécro que vous savez ce que c'est Ouais. Les nécros, c'est quand quelqu'un meurt, en fait, Ouais. c'est que tu fais un journal spécifique. Mais j'aimais bien la rime, en fait. Et c'était avant que je sois à l'international, je m'occupais du service société en France. Et du coup, c'était l'époque de la loi travail. Après, il y a eu les gilets jaunes. Et en fait, je sais pas, 60% de mon temps, c'était traiter des photos de lacrymo, quoi. C'est pour ça que j'avais mis ça. Ouais. On s'est dit, justement, moi je me suis dit, ça rime trop pour pas être une vanne. Donc, C'est un peu une vanne, mais c'est un peu vrai aussi, parce que c'est deux trucs qui étaient importants à Libé, en fait. C'est le mouvement social et faire des belles nécros. Quand il y a quelqu'un qui meurt, t'as envie de rendre hommage. Et les journaux que t'achètes à la fin, c'est toujours Libé, tu vois. Même si... parce que la une, c'est la une Libé avec... le portrait en grand, noir et blanc, la titraille qui déboîte. Ça, c'est vraiment un peu une fierté du journal et on garde cet esprit-là, quoi. Ouais. C'est marrant comme en bio, tu sais. Mais c'est un peu badass, tu vois. C'est pour ça que je l'ai mis. Ça fait un peu... on a débriefé là-dessus, tu te rends compte qu'on a débriefé là-dessus. C'est clair. Non, et toi, Martin, du coup, tu disais que tu faisais donc, du reportage, que tu as découvert après l'école, tu as découvert que c'est cette voie-là qui te plaisait? Vraiment, juste après l'école, j'ai fait que du portrait. De 2011 à 2015, j'ai fait que du portrait pour Libé. Et pour la presse en général, je faisais que du portrait. Et à partir de 2015, il y a un changement au service photo. Donc, il y a une nouvelle chefferie et de nouveaux iconographes. Et il y a des listes de photographes qui ont été passées, entre guillemets, pour que les iconographes se repèrent un petit peu pour savoir qui bosse avec le journal, etc. Et du jour au lendemain, je me retrouve à travailler qu'en reportage. Et je pense qu'en fait, il y a eu un peu une méprise, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que je faisais vraiment du portrait. Et du jour au lendemain, je me retrouve à faire des reportages. Et ce n'était pas du tout ma spécialité, je ne savais même pas vraiment bien légender, etc. Et puis finalement, j'en ai parlé à Tess, je fais aussi du portrait. Et en fait, c'est là la première fois qu'on s'est vu. D'ailleurs, je suis arrivé en fait un jour. Pour te plaindre. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis arrivé, j'étais voir les chefs, j'ai dit énervé. écoutez, je sais trop bien que vous me faites bosser, mais en fait, moi, je suis un portraitiste à la base et je veux continuer à faire du portrait parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Et puis, en fait, du coup, on m'a dit c'est Tess qui s'occupe de la DER, va voir Tess, quoi. Et puis, je lui ai montré mon book. Voilà. Et c'est la première fois que je l'ai vu. Trop drôle. C'était en 2015. Pour se plaindre et se faire... Et j'ai eu des portraits après, assez rapidement. Ouais. Puis après, j'ai pas eu la séquence portrait très longtemps. Mais Et donc Tess est tombée sous le charme du book et... Non, au début c'était amical en fait pendant plusieurs années. En fait, on est ensemble que depuis 2018. Ouais. Non, au début en fait ça a été une bonne histoire d'amitié avec Bobby aussi. Donc on se voyait tous les trois. Ouais, en fait, on a formé un trio et c'était vraiment. On a formé un petit groupe, en fait, on était tout le temps ensemble et c'était vraiment d'abord une grande amitié, quoi. Mais ceux qui vous suivent, les uns ou les autres, voient qu'il y a un noyau avec un noyau de potes, on a l'impression de l'extérieur, avec vous deux, Bobby, Maud et Théo. Aussi, j'ai l'impression qu'on a connu plus tard, en fait, et qui bossent pas du tout pour Libé. Mais c'est d'abord Bobby qui les connaissait, nous on les a rencontrés plus tard. Mais c'est vrai que on a formé un petit noyau dur assez vite parce que en fait on avait cette affinité aussi d'âge en fait. Moi c'est-à-dire je travaillais avec des iconographes avec qui j'avais pas le même âge et en fait c'était une autre génération entre guillemets où tu avais accès à eux que par les téléphones fixes de Libé. C'était hyper tabou d'avoir aucun iconographe avait ni un Instagram ni un Facebook. C'est l'époque où tu allais dans l'annuaire pour trouver un contact et pas sur Insta. Et en fait tu les appelais et tu te faisais raccrocher la gueule sans cesse parce qu'ils disaient j'ai pas le temps. Ils voyaient pas qui appelait en fait. Et donc ils répondaient au cas où mais tu te faisais raccrocher la gueule tout le temps. C'était insupportable. C'est un délire ça. Voilà. Et en fait Tess elle arrivait avec les codes de sa génération, c'est-à-dire un téléphone portable, un Facebook, un Instagram. Et quand on s'est mis à communiquer, c'était naturellement plus simple en fait. Tout de suite on a pu communiquer différemment et avec beaucoup moins de tabous. Moi j'ai pu aussi m'exprimer beaucoup plus librement dans ma photographie parce que moi je reproduisais un petit peu à l'époque ce qui se faisait dans l'Ibé.
parce que j'avais envie de me conformer un peu au style, mais c'était pas vraiment ce que moi j'aimais en fait. Donc je faisais beaucoup de flash parce qu'à l'époque on pouvait faire que du flash dans l'IB. Et à partir de 2015, donc il y a cette nouvelle équipe photo où il y a moins d'exigences vis-à-vis de l'écriture photo, alors qu'avant c'était vraiment si tu faisais pas de flash, c'était pas pris quoi. Donc tu te sens plus libre qu'avant en fait. Ouais, et du coup j'arrête le flash moi en portrait. Et ça change complètement mon écriture photo en fait. Parce qu'avant, il faut savoir qu'à l'IB, t'avais vraiment, chaque photographe avait un peu son style quoi. T'avais les photographes qui avaient le flash clair avec une colorimétrie orange, jaune, tu vois. T'en avais d'autres qui avaient du froid, d'autres qui avaient du vert. Et en fait, si t'en as un qui faisait la même écriture que l'autre, il se faisait engueuler quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Soit t'avais le mec qui se plaignait, et puis après t'avais l'icodon qui appelait, qui disait ouais, t'es en train de marcher sur ses plates-bandes, tu vois. Ah ouais, donc tu t'es enfermé dans un. Et donc en fait, chacun. Alors moi j'avais le vert, tu vois. Enfin, chacun avait sa couleur. C'était trop vraiment débile. Trop drôle. Et au final, je connaissais pas tout ça, moi. Tout ça, je suis en train de découvrir. Tout ça a volé en éclats et aujourd'hui, t'as moins ça, quoi. Parce qu'avant, c'était vraiment très identifié. Les photographes faisaient toujours la même chose. Ouais, du coup, tu t'es enfermé dans une case de photos que tu devais reproduire dans différentes situations. Et puis en fait, les gens t'appelaient pour ça et on te demandait de faire ça. Donc moi, je faisais des portraits très sombres, tu vois, clair-obscur au flash. Et puis des fois, j'arrivais en plein été, il faisait super beau. Non, je fermais les volets, je tirais les rideaux. Allez, on va faire une lumière. Tu vois. En fait, j'en pouvais plus. Tu vois. À la fin, je me suis enfermé dans ce style, j'en avais marre. Tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à pouvoir intégrer les saisons, la lumière, le vent, les couleurs des arbres, c'était une vraie libération pour moi. J'en pouvais plus de faire ce style. Une vraie libération. C'est vrai. Libération. On est obligé de changer de sujet. Vous avez... non, moi je voulais simplement te demander pourquoi le portrait. Pourquoi le portrait ? Est-ce que c'est l'approche qui te plaît ? C'est l'esthétique ? C'est le rapport à la personne ? Pourquoi le portrait ? Moi, je pense que c'est le rapport à la personne, si tu veux. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens que le portrait angoisse parce que justement, t'as ce face-à-face. Il y a une unité un peu psychologique. En fait, ouais. Et moi, au contraire, c'est vraiment ce que je recherchais. Et pendant des années, je pense que j'ai eu une histoire qui m'a amené en fait à avoir ce besoin de communiquer et de reconnaissance aussi parce que comme je te dis, j'ai une scolarité très difficile. Et quand je me suis arrivé en fait en tant que photographe, j'ai eu une espèce d'ascension sociale et je me retrouvais d'un coup en tête à tête avec des ministres, avec des acteurs, et j'avais cette colère et tu vois, j'avais besoin de communiquer avec eux, en fait, de comprendre, tu vois. Et j'ai appliqué cette violence en fait dans ma photographie au début avec une façon de photographier qui était très dure. Et j'avais besoin du portrait pour essayer de communiquer avec les gens, pour comprendre, tu vois, tout ce qui n'allait pas dans mon rapport aux autres, en fait. Et donc le portrait, moi, tout le côté psychologique, le côté on se rentre dedans, tu vois, ça j'adorais ça, quoi. Maintenant un peu moins, j'ai moins ce besoin de violence, tu vois, dans ma photographie, mais pendant longtemps j'avais une grande colère et je la foutais dans la gueule des gens, en fait. D'accord, donc t'as besoin de les bousculer pour provoquer des choses. Je me fightais avec les services de presse, avec les attachés de presse, avec les politiques. Et en fait ça m'a servi parce que il faut être un peu une teigne quand même dans ce milieu parce que souvent, tu as très peu de temps avec les personnes, tu photographies des gens qui sont très souvent photographiés, souvent des politiques aussi qui sont et il faut les manœuvrer, quoi. Et si tu t'as pas d'abord cette colère, maintenant c'est plus une confiance en moi, voire de la ruse. Mais au début, c'était vraiment cette colère qui me tenait à eux, tu vois, et qui faisait que j'avais besoin d'avoir cette photo et je me laissais pas faire jusqu'à que j'avais pas ma photo, tu vois. Ah ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et après, le reportage, c'était plus dur pour moi au début. J'aimais moins le rapport à l'action, il fallait plus le suivre, alors que vraiment le portrait, t'es créateur de l'action. Il y avait une distance imposée que t'avais pas avec le portrait où t'étais vraiment actif dans le truc. Ouais, et puis j'étais trop sensible aussi au début, mon photographie. C'est-à-dire que j'avais du mal à couvrir tout ce qui était manifestation, violence, crise migratoire. Je rentrais en fait en larmes, enfin, c'était trop dur pour moi. Donc il a fallu aussi adapter un peu ma façon de travailler dans les reportages. C'est pour ça que j'ai travaillé de façon très froide, même dans les reportages chauds. Et souvent à traîner à l'arrière des manifs, à photographier les messages, faire des ellipses et tu vois, d'avoir une narration moins frontale que la tête de manif avec la baston, le sang, tout ça. Est-ce que du coup tu intégrais plus de photos de portraits que d'autres photographes de reportage dans tes reportages ? Non, au contraire, mes reportages souvent étaient extrêmement vides et j'intégrais souvent peu de gens. Et ma photographie tourne quand même assez autour du huis clos. Okay. Et même avec le travail qu'on a fait ensemble, c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a que Tess, il n'y a pas d'autres humains. Il n'y a que des animaux morts et vivants et Tess pourra en parler, je pense, mais dans ma photographie de reportage, je suis beaucoup appelé pour faire les choses où il ne se passe rien, quoi. Donc soit les faits divers qui sont arrivés il y a 10 ans, les pédophiles qui ont tué 10 enfants dans la forêt, il faut y retourner, les catastrophes industrielles, pareil, qui sont arrivées des années avant.
Et moi, je suis assez dans... Quand il se passe rien, je suis à l'aise. Il fait de la photographie d'atmosphère, en fait, Martin. Cache une ambiance. Ouais. Moi, je trouve intéressant ce que tu disais par rapport à la sensibilité et au fait d'être un peu une éponge aux événements qui se passent, tout ça. Est-ce que dans la presse, c'est une question pour vous deux, du coup, puisque vous êtes tous les deux dans la presse, est-ce que c'est un détachement qu'il faut avoir, ou qu'au contraire, il ne faut pas avoir pour être au plus près, pour faire l'article le plus juste? Est-ce qu'il faut s'imbiber de l'événement et de l'émotion et parfois du drame, ou du bonheur, hein, si c'est un article joyeux, ou est-ce qu'au contraire, il faut avoir un détachement froid pour être juste, objectif et ne pas mettre sa propre âme dans l'article avec du coup un biais Après, moi, je fais pas de terrain, en fait, parce que en tant qu'icono, du coup, t'es au bureau et tout, donc t'as pas une vision sur les événements directs. Mais déjà, je crois pas du tout à l'objectivité du journaliste total. Tu tends vers l'honnêteté, mais jamais vers l'objectivité, parce que je pense que ça n'existe pas, et en photographie non plus. Après, nous... Je pense surtout en photographie. Surtout et puis encore vous nous moins, appelez mais vraiment pour ça. chez les journalistes non plus, en vrai. Et après, nous, en tant qu'icono, c'est très différent, parce qu'on a les événements filtrés par les photographes. Mais après, on se retrouve dans des situations toujours assez dures, en fait, où tu as le premier filtre de l'agence, et après, nous, on sert de filtre au lecteur aussi. Et par exemple, un soir comme le 13 novembre à Paris, tu te retrouves à avoir des photos des photos extrêmement dures, en fait, et que toi, tu dois intercepter avant de transmettre ça au lecteur et les éliminer si c'est trop difficile. Ouais, donc c'est pas parce que t'es pas sur le terrain que t'es pas confronté affecté, à une forme de violence ou non, ça c'est sûr. Et donc il faut s'en protéger quand même, ou est-ce que c'est intéressant de se laisser il faut s'en happer protéger à fond, mais en fait dans un quotidien t'es tellement dans le speed que t'as même pas trop le temps de porter une réflexion sur ce que tu fais au moment où tu le fais. Donc en fait je pense qu'il faut avoir un peu cette force en soi, tu vois, je me détache de l'événement, là je me mets en mode professionnel et je gérerai plus tard sur ce que j'ai vu. Tu veux dire que la carapace elle arrive toute seule, en fait, c'est ouais, juste le fait d'être charrette, quoi. T'as pas le temps, en fait, ouais. Et après plus tard tu processes un peu, tu vois. Je sais que moi ça m'a fait vachement de bien parce que le 13 novembre en fait on était à Libé pour une fête et tout d'un coup c'était très étrange parce que il y a du champagne qui pétait, etc. Et tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et genre il y a des attentats, tout le monde va bosser. En fait il y avait des journalistes de plein d'autres de Vice, du Monde et tout qui étaient dans nos locaux, donc on a été enfermés tous ensemble et on leur a prêté des ordis pour que chacun bosse, et donc on est passé d'une ambiance extrêmement festive à un enfer. Le retour à la réalité de l'événement. Ouais, il y avait surtout pas mal de journalistes sur place. En fait, comme Libé à cette époque-là était vraiment au cœur de Paris, il y a des journalistes de Libé qui sont partis tout de suite et il y a des journalistes qui sont arrivés avant les pompiers. Donc en fait, eux, moi je pourrais pas parler de ça, mais eux ils ont vécu des choses assez atroces, ouais. Et moi je sais que ça m'a fait du bien, donc là tout le vendredi soir on bosse, mais je sais plus, jusqu'à 4h du mat. Le samedi normalement on travaille pas parce que le journal qu'on fait le vendredi couvre samedi dimanche, c'est le journal du week-end, et en fait on fait un journal exceptionnel du dimanche, donc on rebosse. Je reviens le lendemain à 8h et en fait je sais que ça m'a fait du bien par exemple d'aller sur les lieux de l'attentat pour un peu mieux comprendre. En fait j'ai traité cet événement pendant 48 heures sans comprendre, quoi, parce que t'es la tête dedans et tout, donc juste d'aller sur les lieux un peu au carillon et tout, dans un truc un peu de recueillement, là t'as enfin le temps d'enlever la carapace et de digérer un comprendre. peu. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Et tu vois, pour revenir à ce que tu parlais de la sensibilité, moi par exemple on m'a appelé pour travailler ce soir-là et j'ai refusé parce que je m'en sentais pas capable, en fait. Tu t'es pas senti? Non, je me sentais pas. Et je pense que en fait, il y a pas à dire si c'est bien ou pas bien d'être sensible ou pas sensible. Ça dépend de la photographie que tu fais. Quand moi on m'appelle pour faire les manifs, les premières manifs de Gilets jaunes, je les fais à ma façon. Et ils savent ce que je vais faire. Et ils me demandent pas d'aller couvrir la baston. Et il y a d'autres photographes qui sont excellents là-dedans. Bobby, par exemple, il est très bon. Et souvent on marche bien tous les deux parce que lui, il est très bon dans la baston. Et moi, je suis assez fort sur les petits trucs un peu qui se passent à côté, les messages, tu vas faire des ellipses, etc. Donc les pas de côté, ça, je sais bien faire. Mais du coup, voilà, ça dépend juste le sujet. En fait, il faut que l'icono, il te connaisse pour t'envoyer sur les bons trucs. Il sait sur les trucs sur lesquels tu vas marcher, en fait. Lubrizol. Voilà, tous les trucs comme ça. Fournirait. Ça, c'est pour Martin, ça. C'est marrant ce que vous dites par rapport à l'objectivité.
Elle n'existe pas parce qu'elle n'est jamais appliquée et parce que les gens essaient de transmettre leurs idées? Ou est-ce qu'elle n'existe pas dans le journalisme, Elle en n'existe photo? pas parce qu'on la cherche pas. Déjà à Libé, on a un journal d'opinion, on sait très bien d'où on parle et pour qui on parle. Mais elle n'existe jamais, en fait, hein, l'objectivité. Même en école de journalisme, on va te dire ça, en fait. Tu es toujours, ou même en sociologie, tu es toujours pris dans ton histoire personnelle et en fait, tu peux jamais complètement t'extraire de ça. Après, tu dois toujours tendre vers l'honnêteté, c'est le plus important. Et les faits, surtout. Bon, la collection des faits. Mais il n'y a rien que toi dans ce que tu dis dans ton métier, il y a beaucoup de choix en fait. Donc, ouais, bien sûr. Déjà, tu as un premier prisme à ton niveau. Et puis un photographe qui cadre, si tu cadres, t'exclus. Donc à partir de là, tu fais pour la photo. Je l'avais pas vu, j'avais jamais vu comme ça. Quand tu cadres, bon bah là, t'as un mec qui jette une pierre sur un flic, tu fais un quart de tour, tu vois plus soit tu vois le flic, soit tu vois le manifestant. Donc tu choisis. Et derrière toi, tu vois quelqu'un qui regarde. Voilà, donc en fait, tu es constamment en train de faire des choix et en fait, tu fais ce que tu es prédestiné à faire, en fait, socialement et culturellement. Donc, et pour le journal pour lequel tu bosses, voilà, et pour le journal c'est un ensemble de facteurs, en fait. Ouais, mais on cherche pas... Ce qu'on cherche, c'est être juste avec les faits, d'être honnête avec les faits, en fait. Et après... Bon, après, nous, en plus, c'est assez différent parce qu'en tant que photographe, on est vraiment appelé pour ce côté, entre guillemets, photographe-auteur. Donc, on fait vraiment... c'est quasiment du boulot perso quand je bosse pour Libé. C'est des cartes blanches tout le temps. En fait. D'accord. C'est pas ah ben putain t'as loupé cette photo, personne, enfin tu vois, à part si vraiment il y a un truc qu'il faut pas louper, mais on va jamais te dire ah bah tiens t'as loupé ça, t'as pas fait comme ça. Tu vois, il y a des magazines, moi par exemple je photographie les gens avec leur veste et leur chapeau, leur bonnet, tu vois, et puis il y a des gens qui me disent mais non, mais pourquoi tu l'as shooté avec un bonnet, un chapeau, faut les déshabiller, faut les mettre à l'aise, faut les faire sourire. Bah, nous à Libé, non, si tu veux mettre quelqu'un avec limite tu le reconnais pas. Tu vois, j'ai déjà fait des portraits où on reconnaît pas les gens. Bon, après on se fait un peu engueuler des fois. Mais en vrai, tu vois, en tout cas, tu pourrais pas bosser dans un autre journal. Si, mais je bosse différemment en fait. Okay. Je bosse aussi du coup pour Le Monde, mais bon, beaucoup moins. Pour Télérama un peu, mais pareil, c'est assez différent. Tu bossais pour Grazia beaucoup. Je bossais beaucoup pour Grazia. Il y avait un super service photo qui était une ancienne de Libé d'ailleurs. Bon, maintenant, ça a fermé. J'ai bossé longtemps pour Tétu quand il y avait un bon service photo. Si pareil, maintenant c'est terminé. En fait, il y a plein de magazines qui ont fermé depuis enfin, moi en 10 ans, c'est dingue. Ça dénonce. Ouais, non, mais c'est pas ça dénonce, mais genre ils périclitent quoi. Ils ont plus de thunes. Bien sûr. Et nous, on n'a pas beaucoup de thunes non plus. Enfin, voilà, les commandes, c'est mal payé. Libé, tout le monde pense que Libé, c'est prestigieux, mais c'est mal payé globalement. Donc, voilà, c'est les médias en général qui sont touchés. Les médias en général n'ont pas assez d'argent, ouais. Ça c'est sûr. Pour produire, il faut de l'argent. Aujourd'hui, on fait beaucoup de reportages autour de la région parisienne parce qu'en fait, ça coûte cher de t'envoyer dans le sud, etc. Et puis qu'il y a des photographes dans le sud, donc ça aussi, c'est une bonne chose. Ça. Moi, je suis pas. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Et dans le monde entier, des photographes locaux. Voilà, il y a des photographes locaux partout dans le monde entier. Mais c'est vrai que bon, ça manque un peu de pognon quand même pour faire des trucs corrects, quoi. Enfin, pour les portraits, ça coûte pas cher. Et tout le monde fait des portraits maintenant parce que ça coûte pas cher les portraits, tu vois. Mais le reportage, ça coûte cher. Et quand tu vois un événement qui se passe, une manifestation, un événement, un fait divers, tu as souvent un article qui fait une 2 pages. Enfin, après, ça dépend des événements. Et tu as entre 1 et combien d'images? 3, 4 images dans l'article? Parfois plus. Comment tu les choisis? C'est quoi la bonne image qui va aller avec l'article? Ça va être une illustration? Ça va être quelque chose qui va c'est un gros mot, illustration chez nous. Ouais, c'est pour ça que je provoque un peu là-dessus. Mais en fait, le principe, quand on dit illustration, c'est vraiment un truc qui est là pour accompagner, décorer un article. Et nous, à Libé, on veut vraiment sortir de ça. Et d'ailleurs, on dit souvent à nos photographes, t'as pas besoin d'être au même endroit que le journaliste, t'as pas besoin d'accompagner son article. En fait, tu peux avoir ton propre regard. Enfin, vous pouvez avoir 2 regards qui se complètent, quoi. Et après, justement, cette mise en page, est-ce qu'on met une photo, plusieurs photos, ça, on le décide en collaboration avec la maquette, l'édition. Et ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets où même des photographes qui rapportent une série où il y a une photo qui claque et tu sais qu'en grand, ça va être bien et elle transmet le message que tu as envie de transmettre en une seule fois, tu vois. Après, il y a d'autres séries qui fonctionnent de manière narrative, en fait. Par exemple, il y a
de plus en plus de photographes qui vont faire du documentaire ou du reportage en fonctionnant en diptyque, tu vois. Ils vont faire un portrait à côté d'un paysage. Et donc là, tu es obligé de publier plusieurs images, sinon tu casses complètement leur principe. Après, je sais pas dire qu'est-ce qui fait une bonne photo. Je pense que quand on perçoit la patte du photographe, déjà à Libé, c'est une bonne photo. Après, sur le print, on est limité dans l'espace, en fait, parce que tu as une double page, bon, t'as pas le choix, mais sur le web, on peut publier beaucoup plus d'images, par exemple. D'accord. Mais on va publier des photos parce qu'elles sont bonnes, on va pas publier des photos parce que ça ferait une petite parenthèse entre les mots, quoi. Mais donc la maquette peut changer jusqu'au dernier moment, en fait. Ouais, la maquette peut changer jusqu'au dernier moment et il n'y a aucune maquette prédéfinie à Libé. Elles sont faites tous les matins, en fait. Donc tous les matins, on change la longueur du texte, tu vois, le et nombre de ça, c'est photos. une richesse incroyable. Parce que je crois qu'il y a des journaux, des magazines dans lesquels il y a quelques maquettes prédéfinies. La plupart des journaux, Tu veux dire fait, comme des les maquettes templates. Ah ouais, des templates. Donc on t'appelle, on dit tu vas faire cette photo, par contre il nous faut une photo horizontale, tu vois. Ou et verticale. il y a parfois Sauf des que journaux. Si tu arrives sur le terrain, tu sais pas ce que tu vas voir. Ouais. Et il y en a qui recadrent les photos. Par exemple, à Libé, on essaye toujours de respecter le format du photographe. Et donc si c'est un format particulier, on va remaqueter pour le respecter. Ça a dû arriver rarement qu'on recadre parce qu'il est 20h15 et ça part à l'impression et bon, t'as plus le temps. Et dans ce cas-là, on appelle les photographes aussi un peu par respect, quoi. Mais non, et puis surtout, à Libé, tu peux dire mon reportage photo là que j'ai, il est fort et donc il faut le mettre en avant. Donc déjà la pub qui était prévue dans cette page là, vous me la foutez ailleurs. Et puis le texte qui fait 10 000 signes, serait bien qu'il en fasse que 9 000, comme ça on pourrait plus mettre en avant les photos. Et ça c'est super rare. Genre qu'on accepte de couper les textes pour faire de la place pour la photo, ça, c'est très très rare. Il y a un service photo qui est assez puissant en fait à Libé et quand il est en conférence de rédaction, enfin je suis même pas sûr que ça s'appelle comme ça, mais il a du pouvoir en fait, il a du poids. C'est un peu la patte de Libé, ça, non? C'est un peu nous, on a une c'est un peu patte la photo. force du journal. Ouais, on est connu pour ça. Il y a plein de journaux, c'est le journaliste qui choisit la photo, quoi. Le journaliste, tu vois, qui connaît rien photo, quoi. Donc ça c'est une catastrophe. Ah ouais. Et nous, vraiment, on a un service photo qui est puissant, on est défendu par les iconographes, par le chef photo, et puis on peut bouger le journal pour la photo, ce qui n'existe très peu, nulle part dans la presse française d'ailleurs. J'aimerais vous proposer un petit jeu. Si vous voulez bien, on va se rendre sur vos comptes Insta. Oh là là. Et on va laisser faire l'aléatoire pour avoir des petites histoires. On adore avoir les insides, donc des petites histoires derrière les photos que vous avez pu publier. Okay. Donc je vais pas commences par qui? Je vais pas regarder, on va commencer par Martin. J'ai son compte sous les yeux, son compte Insta. Et je vais descendre sans regarder le compte et tu vas m'arrêter, Max. Ouais, moi je vais boire un verre d'eau pendant que tu scrolles, Vas-y. comme ça on est sûr de remonter un petit peu. Tu vas remonter loin? Ouais. Ok. Je vais continuer alors. Stop. Ce sera celle-ci. Une photo que j'aime beaucoup. C'est pendant la loi travail. On veut tout savoir. Ouais, c'est pendant la loi travail, c'est un mouvement que j'ai couvert de A à Z, donc suivi par Libé. Ok. Donc c'est à l'époque où donc le gouvernement de François Hollande fait une réforme du droit du travail. Et du coup, il y a un mouvement social qui naît d'abord chez les étudiants et qui est quand même, il y a quand même une convergence sur ce mouvement. Et surtout, c'est l'apparition des Black Blocs au début, donc du Black Bloc c'est au pas début. tout à fait l'apparition, mais il était assez En massif. France, c'est vraiment là que ça se démocratise, quoi. Ouais. Vous avez le droit de pas être d'accord. Ouais. Mais on peut... peut-être pas d'accord, mais ce qui est sûr, c'est que même au début du mouvement, en fait, on voit clairement les étudiants qui se radicalisent. Et en tout cas, il y avait déjà eu des blocs dans les manifs, mais c'était souvent en fin de manif. Et là, la vraie nouveauté, c'est qu'ils viennent en tête de cortège, en fait. Et ils viennent ralentir en fait la manif. Okay. Et donc, c'est le début de ce qui va être en fait après le nouveau schéma du maintien de l'ordre. C'est lié en fait à ces mouvements-là, où on voit beaucoup de jeunes donc devant dans le bloc et qui en fait ralentissent la manif et vont en contact avec les keufs. D'accord. L'apparition des NAS d'ailleurs, c'est et à des ce NAS, moment-là. c'est en fait c'est là il y a un mouvement il y a une bascule dans le mouvement social qui est sur ce mouvement. Et donc là il y a une manif qui est organisée et c'est vraiment le début où il y a des manifs sauvages qui partent de partout en dehors du cortège. Et là donc on est vers le Champ de Mars et il y a un cortège qui part dans une rue adjacente. Et les flics qui courent, donc là on voit des CRS et des agents
Ça, c'est de la police. Premier plan, ouais. Ouais, le casque bleu, donc c'est police et derrière ça, CRS. Ok. Et donc, il court après des gars qui sont dans la rue. Donc, il y a eu plusieurs voitures brûlées et du gaz de partout. Donc, ça, c'est une photo que j'aime bien. Pourquoi tu l'aimes bien? Pourquoi tu te plaît particulièrement? Parce que en fait, il y a un premier plan, un arrière-plan, il y a la Tour Eiffel, il y a le gaz, il y a des voitures qui crament. Et puis surtout, on sent un mouvement aussi. Pareil, il y a une ellipse parce qu'on se demande derrière qui il court. Donc, c'est une photo qui crée de l'interrogation et qui dit des choses sans toutes les montrer, en fait. C'est marrant parce que ça rejoint vraiment ce que tu disais par rapport au fait que tu photographies les ambiances. Et là, on a un plan qui est très général, qui est très fort, très contextualisé. Ouais. C'est marrant, ça rejoint vraiment ce qu'on disait juste avant. Puis c'est tellement loin de la féerie habituelle de Paris, parce que toutes les photos de Paris avec la Tour Eiffel, tu C'est vois, vrai qu'il y a c'est le toujours symbole, un peu romantique. Et là, c'est l'autre Paris, quoi. C'est vrai. Le Paris de la lutte. C'est vrai que le gros symbole avec la Tour Eiffel derrière. Mais tu vois, en fait, souvent, moi, j'aime bien montrer des choses sans montrer les acteurs, tu vois. Et souvent, je fais ça en manif. C'est-à-dire que je préfère montrer une vitrine pétée que quelqu'un qui pète une vitrine. Je préfère montrer des gens qui courent derrière d'autres que montrer ceux qui font l'action, tu vois. Je préfère... j'ai une auque photo que Tess aime bien aussi, où on voit une femme à sa fenêtre avec urgence, la police assassine. Et c'était pendant une manif à Ménilmontant, où l'action, en fait... là, il y a une manif sauvage dans les Ah oui, rues je de l'ai déjà vu Ménilmontant. passer. Ouais. Et on sent qu'il y a une urgence parce qu'on voit cette femme qui regarde apeurée à la fenêtre parce qu'en fait, il y avait des gens qui renversaient des poubelles, qui les cramaient, etc. Donc il y avait du bruit dans la rue. Et juste avant, il y a un tag qui a été fait par les manifestants sur le mur. Et tu vois, ça, c'est vraiment un pas de côté, en fait, où plutôt que de montrer les poubelles qui brûlent et les gens qui font brûler les poubelles, et les flics et tout ça, on montre une urgence, un danger, tu vois, qu'on perçois l'inquiétude. Voilà, chez la femme, et le message qui est devant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une photographie que j'aime beaucoup. Et qui symbolise un peu ma façon de faire de la photo. La petite photo d'à côté, celle qui est... Ouais, le pas de côté, en fait. Tu disais, je photographie plutôt pas trop les sujets directement, etc. Et du coup, tu avais tendance à photographier les CRS, les visages des CRS. Ouais, je mets parfois en avant les CRS. Après, c'est vrai que dans ma photographie, du coup, il manquait beaucoup le côté violence policière, parce que comme je vais rarement là où il y a le contact, en fait, j'avais rarement des manifestants blessés, etc. Donc ça a été un reproche qui m'a été fait, et je suis tout à fait d'accord pour dire ça. Mais c'est vrai que ma façon de faire, le fait que je suis un peu trouillard, que je travaille au Leica avec un matériel qui coûte très cher, etc. Ah oui, il y a des manifs. Ouais, et surtout, je suis lent, en fait. Donc je suis obligé de travailler par scène. Donc, en général, je me place dans des scènes et puis je laisse les gens après interagir dans cette scène. Mais je peux pas en fait suivre des gens, j'ai pas d'autofocus. Donc tu as une approche du reportage où tu vas attendre l'action avant qu'elle arrive comme un... tu pêches, je travaille dans l'espace, en fait. C'est-à-dire qu'en général, je cherche un espace, un cadre. Et quand je vois qu'il y a des gens qui vont passer dans ce cadre, je me place et j'attends que les gens rentrent dans mon cadre. C'est super intéressant. Si tu veux, je vais te montrer. Ouais, bien sûr. Pendant le manif des Gilets jaunes. Donc celle que tu nous montrais avec la Tour Eiffel en arrière-plan, tu étais déjà placé. Alors non, là je courais un petit peu. Mais souvent je travaille justement en travaillant par scène, et ce qui m'évite aussi tout le conflit, parce que quand c'est quelqu'un qui rentre dans ton espace, t'as jamais de conflit. Bien sûr. Quand par contre toi tu vas photographier quelqu'un... C'est la personne qui vient vers toi, donc elle peut pas te... C'est ça. Et du coup, moi comme j'aime pas beaucoup le conflit, j'essaye de toujours fonctionner comme ça, en fait. Attends, je vais te retrouver. C'est classique comme approche dans le reportage? Pas trop, non. Pas trop, hein? Non. Pas trop, Super mais intéressant. les gens qui travaillent sans autofocus, souvent, ils font comme ça quand même. Tu vois, par exemple, cette photo, c'est typiquement ça. Tu vois, là, j'étais en train de photographier les voitures brûlées, donc c'était une commande que j'ai eue après le 1er décembre. Donc, C'était les Gilets jaunes, ça. Voilà, l'acte 3 des Gilets jaunes, qui est l'acte le plus violent, c'est le 1er décembre. Et donc, je suis d'abord la manif, moi, tout seul, en fait, en y allant, parce que je sens qu'il se passe un truc. C'était Bobby qui était en commande. Et puis finalement, le soir, donc on fait le Burger King, donc là où les mecs se font tabasser dans le Burger King, etc. On sort, et puis là, donc il y a Isabelle qui nous appelle de Libé. Et Bobby décroche parce qu'il est cramé, il a couru toute la journée. Et moi, on me demande de faire les traces des affrontements. Donc je photographie à ce moment-là tous les voitures qui ont brûlé, tous les cours à Paris autour de l'Arc de Triomphe qui ont été abîmés. Et je vois en fait une colonne de gens arriver. Et donc je change mon point, au lieu de faire le point sur la voiture, je fais sur Babylone brûle derrière. J'avais déjà une action qui était pas mal et d'un coup j'ai les gens qui courent, en fait. Et du coup pareil, ça rejoint le fait d'introduire de l'urgence, mais en façon totalement décalée, en travaillant dans l'espace, en fait. Ça c'est pareil, en fait je photographiais la banque, donc il y avait une banque qui était en train de brûler. Et c'est les pompiers qui passent dedans, en fait. Mais je les vois arriver, parce qu'en fait, avec le Leica, tu travailles en dehors du cadre, donc ça te permet de travailler par scène.
Donc il y a beaucoup d'images comme ça où en fait je choisis ma scène et je laisse les gens interagir dans cette scène. Avec certains Leica, en fait, simplement pour une petite précision pour ceux qui pourraient nous regarder sans être habitués au Leica et aux techniques de prise de vue un peu différentes. Dans ton viseur, tu as une scène qui est plutôt large et tu as un cadre dans ce cadre-là. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que le Leica, c'est pas un réflexe. C'est-à-dire que tu ne vois pas à travers ton objectif avec un jeu de miroir. Donc tu as un petit cadre en fait à côté de l'optique. Et la mise au point se fait par télémétrie, donc en fait c'est un croisement d'images. Et donc déjà, il y a un premier pas de côté, c'est que tu ne vois pas à travers ton optique. Et ensuite, dans ce cadre, en fonction de l'optique que tu choisis, tu as un rectangle blanc. Donc plus la focale est longue, plus le cadre est petit. Et le cadre le plus grand possible, c'est 28, c'est le viseur complet. Mais tu vois au-delà de ce cadre en fait. Et donc tu peux en fait voir l'action avant qu'elle arrive dans ton cadre. Et en plus, souvent, tu peux travailler les deux yeux ouverts ou tu vas en ouvrant un autre œil, etc. Parce que le boîtier est assez petit. Ah, d'accord. Donc, en fait, souvent, moi, je travaille les deux yeux ouverts, en fait. Donc, tu vois l'action arriver encore plus loin. Et souvent, je regarde ce qui se passe, tu vois. Comme le tir à l'arc. Ouais, Super. Si tu travailles avec une longue focale, vraiment, ton carré blanc est tout petit dedans ? Ah bah, au-delà du 135, tu vois plus rien. D'accord, mais je savais même pas que ça existait. Je pensais que c'était vraiment que pour les grands angles. Donc, le 50, déjà, ça commence à être petit. Moi, je travaille en manif surtout au 35. Moi, j'ai deux optiques, 35-50, je fais tout avec. Voilà. Par esthétique ? Par distance ? Par esthétique, par éthique, par plein de choses en fait. Mais ça, parfois il me manque un 28 pour les scènes vraiment très, très serrées dans les petites pièces. Mais avec un 35 et un 50, globalement, tu fais beaucoup de choses. Et tout ce que tu peux pas faire avec, en fait, j'ai pas envie de le faire souvent. Donc ça m'a, en fait, de travailler avec ça aussi, ça m'a permis d'exclure les commandes que j'ai pas envie de faire. Typiquement tout la conf de presse, où il faut un téléobjectif et tout. Et du coup, justement, je dis non, je peux pas. Je suis pas équipé pour. Je suis pas équipé pour. Mais en fait, c'est comme les photographes, tu vois, les cinéastes qui filment en noir et blanc, mais directement en noir et blanc pour pas qu'on leur dise après, oui, mais tu filmes en couleur, mais on passera en noir et blanc. Non, en fait, tu t'obliges dès le départ par ton matériel à une contrainte. Et en fait, ça définit un style, une écriture qui me va bien. Et puis après, tu bouges, quoi. T'as tes jambes, donc. Puis même, on en parlait pour la créativité. En général, plus tu te mets des contraintes, plus ça peut te stimuler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant, en argentique, il y avait beaucoup de boîtiers. Les gens, ils travaillaient avec du 6.6, avec du 6.7, avec du 24-36, avec du 4.5, du 6.7. Enfin, il y avait 12 000 formats, il y avait 12 000 péloges, du noir et blanc, de la couleur. Il y avait des visées ventrales, des visées à l'œil, enfin tu vois. Et donc chaque personne trouvait son boîtier. Et maintenant, surtout au début du numérique, tout le monde travaille avec un Canon 5D Mark II, quoi. C'était l'enfer. Et du coup, moi, ça m'a permis déjà j'ai commencé après d'abord avec un Canon, ensuite avec un Nikon, déjà à mettre des optiques non autofocus dessus. Et depuis, maintenant, complètement passé au Leica, parce que du coup, tu vois pas ta profondeur de champ non plus. Comme tu vises pas à travers l'optique, tu vois pas la profondeur de champ. Donc en fait, c'est une photographie qui est très mentale parce que tu vois pas ce qui est net, ce qui est flou. Et du coup, dans la valorisation des plans, tu choisis beaucoup plus. Alors que souvent, à l'autofocus, tu as tendance à mettre le premier plan net, en fait. Alors que là, tu vas pouvoir jouer, mettre un message net à l'arrière-plan. Et moi, j'adore mettre tous mes premiers plans flous, en fait. Et souvent, ça me permet aussi de ruser un peu. Par exemple, si je veux photographier un flic derrière qui est en train de regarder, ou tu vois, et je fais semblant de photographier un manifestant, je le mets flou, et derrière, je mets net le... La distance est créée. En fait, j'ai toutes les techniques pour éviter les conflits. Mais en fait, ça permet de travailler vraiment différemment, en fait. Mais par contre, c'est très cher et c'est fragile. Donc, mais ça aussi, ça influence la photographie. En fait, c'est pas grave. Tess, je vais te proposer le même jeu. On va aller sur ton compte Insta. Et tu vas tomber sur une photo de Martin. Ça sera trop bien. Il y a une chance que je tombe sur une de tes photos ou une photo de Tolstoï ou non, on va voir. Un petit selfie en vacances. C'est parti. C'est parti. Vas-y, stop. Ce sera celle-ci. Ah. Après, le principe de mon compte, c'est vraiment de mettre en avant des séries qui m'ont tapé dans l'œil. Donc des fois, c'est des trucs produits par Libé. De ton compte et de ton métier d'ailleurs aussi. C'est un peu aussi ton... Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est rejoint, vrai. bien sûr. Bien sûr, ouais. Et des fois, c'est juste des trucs que je vois passer. Donc, c'est un journaliste de Libé qui a été au festival, au Centre d'art Gwynségal. Et Marc Neville a fait une résidence en Bretagne. Je ne sais pas combien de temps, je crois que c'était 1 année. Il a fait quelques courts séjours. Et j'adore ce qu'il fait. C'est assez drôle. Je sais pas si... Ah non, ça slide pas, ouais. Bon, bref, j'aime beaucoup ce photographe. Je suis en train de me faire attaquer par une bête. Enlevez vos casques. T'as beaucoup de retours de ta communauté, parce que du coup, t'es pas photographe, du coup... Ouais.
Bah, en fait, j'ai souvent des gens qui me disent ouais, j'ai découvert ce boulot grâce à toi, merci. Et je sais pas, des fois j'oublie un peu, enfin, je fais des trucs pour me faire plaisir parce que c'est un taf qui m'a plu. Et je sais pas, par exemple, là, hier j'ai posté une série de Stéphane Lavoué qui a 2 ans, je crois, enfin, un truc vieux juste parce que je suis retombée dessus par hasard. Et du coup, tu sais, je me dis, bon, personne va réagir parce que ce truc-là, tout le monde le connaît, ça fait 2 ans qu'il est paru, le bouquin. Et en fait, je sais pas, il y a eu 911 likes pour mon compte, c'est beaucoup. Et plein de gens qui me disaient ouais, je connaissais pas, c'est hyper beau, on dirait des portraits de la Renaissance. C'est des Bretons en fait, c'est beaucoup autour de l'océan, des pêcheurs, etc. Et bah, en fait, ça m'arrive souvent d'avoir à nouveau ce truc de tu fais un taf qui te plaît, tu mets en avant des photographes qui te plaisent, et en plus de ça, tu fais découvrir plein de trucs à des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui connaissent pas trop le monde de la photo aussi. Il n'y a pas que des photographes en fait. Et je sais pas, c'est toujours assez gratifiant. C'est top pour aller choper des inspi et des petites références, Ouais. et des nouveaux. Parce que ouais, en fait, je suppose que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec ton métier. Ouais. Et donc tu vas chiner les pépites. Ouais, c'est ça, mais en fait pas que. Pas que les trucs contemporains. Hein. Il a fait beaucoup d'histoire de la photo aussi finalement. Ouais, bah pas forcément dans ma formation professionnelle, mais Sur Insta, je parle. Ah, sur Insta. Oui, moi je parle de photos, de photographes d'archives ou d'anciens photographes, ouais. Mais non, mais je trouve des inspi, ouais, sur Insta bien sûr, mais beaucoup dans des festivals en fait. J'y vais pas toujours physiquement, mais par contre je lis. Tu te renseignes. Tous les programmes de tous les festivals, tu vois, pour voir les nouveautés. En fait, concrètement, j'aimerais bien que ce soit moi, mais je passe beaucoup de mon temps sur un ordi et donc je vais piocher dans tous les endroits où je peux voir ce qui se fait dans la photo contemporaine pour me tenir au courant et puis partager, quoi. Donc il y a beaucoup de magazines en fait. Il y a un magazine américain qui s'appelle American Suburb X. Il publie des interviews très souvent et c'est assez pointu, c'est toujours super ce qu'ils font. Enfin, en fait, j'ai plein de sites comme ça où je vais un peu, je sais pas, une fois par semaine pour regarder ce qu'il y a de nouveau. C'est une bonne astuce même pour nous, pour trouver des inspirations, de regarder des programmes de festival. Moi, c'est un truc que je fais pas. Magazine, pas mal, mais programme de festival, c'est vrai que c'est... Ouais. Même ouais, d'y aller, hein, c'est le mieux. Mais... Non, mais on y va de temps en temps, mais je sais pas, l'IB, c'est tellement... c'est tellement toute ta vie, et tu peux pas y aller parce qu'il y a le journal qui sort le lendemain, machin. Donc au bout d'un moment, moi j'ai un peu abdiqué, j'ai dit ok, il faut que tu reconnaisses que à 18h les vernissages tu peux pas les faire parce que nous on finit à 20h, donc laisse tomber. Il y a plein de photographes qui m'invitent et je dis toujours non et c'est frustrant, mais en fait c'est pas possible, j'ai même pas le droit en fait. Je pourrais, mais j'ai pas le droit de quitter ma rédac tant que la une n'est pas bouclée et tout le bordel, donc voilà, soyez pas frustrés, si je viens pas, je peux pas. C'est un petit message, le petit message glissé entre deux paroles. Arrêtez de m'en vouloir, s'il vous plaît. Donc vos comptes Insta, Martin Colombet, tout attaché, et Passion Icono pour toi, Tess, qui s'affiche pour ceux qui nous regardent. Et comme on est sur les frustrés aussi, je préfère le dire tout de suite, en fait Tess ne me commande pas d'images depuis qu'on est ensemble. Ah oui. Donc depuis 2018. C'est le règlement de compte. Non mais voilà, Non. je le dis parce que c'est normal, c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence et Ouais, bien sûr. de ressenti, mais nous c'est une règle qu'on s'est fixée en fait très vite dès que notre relation a changé. On a arrêté de travailler ensemble. En fait. Bon, de toute façon maintenant elle travaille à l'international, donc Il n'y a plus de raison, Il y a plus de mais raison. même à l'époque où je mais faisais même de à la l'époque, société ou des trucs comme ça, voilà, en fait on a arrêté pour des raisons éthiques en fait. Ouais, bien sûr, je comprends. Ouais. Non, C'est normal en fait, mais juste il y a plein de gens qui fantasment sur le fait que je travaille. Oui, comme ça, je comprends. Ouais. Alors qu'il est arrivé à Libé en 2011 et moi en 2015, mais Ouais, puis ça aurait pu vous pénaliser tous les deux, quoi. Enfin, c'est... ça Ouais, l'a bah, pénalisé ça parce m'a qu'il pénalisé. a, Ça fait il a pénaliser. moins bossé du coup, mais J'ai moins bossé parce que je bossais beaucoup avec Tess, c'est vrai. Donc, enfin, beaucoup, ouais, et avec d'autres iconos, etc. Mais bon, c'est pas grave, ça nous. Enfin, c'est important de faire ça en fait. Ouais, quelque part. Ouais. Et le message est passé. Voilà. On a beaucoup parlé de la presse. Ouais. Et dans les échanges, quand on s'est appelé, dans nos échanges de messages, tu me disais que tu étais photoreporter, que tu venais de là, et du portrait, et que ces derniers temps, tu favorisais de plus en plus, toi, Martin, les travaux perso.
Ouais. Et il y a une grosse actu là, toute récente qui est sortie avec Fisheye, oui, c'est en partenariat avec Fisheye. En fait, non. Ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé. Donc, on a commencé un boulot perso il y a quasiment. Dès le début qu'on était ensemble, Mhm. donc ça fait quasiment 3 ans. Et j'ai travaillé longuement sur ce sujet. Et au fur et à mesure que le boulot grandissait, en fait, on se disait qu'on ne pouvait pas le sortir juste sur Internet, quoi. Et donc, quand j'ai commencé à sentir que le boulot était mature, on a réfléchi à qui pourrait le montrer. Et moi, je trouvais que c'était bien Fisheye, quoi. Enfin, c'était le bon magazine pour le faire. Et donc, j'ai proposé le sujet, puis ça a été accepté. Donc on parle de votre série Blue Bayou, Ouais. à tous les deux, que vous partagez. Ouais. J'ai essayé de pas me spoiler. Donc j'ai vu les images. On a vu les images, mais on a essayé de... Moi, j'ai regardé aussi, j'ai scrollé. Ouais, on a essayé de ne pas spoiler du tout. On aimerait bien savoir, du coup, la démarche du projet. On sait que c'est un portrait autour de toi, Tess, qui pose pour Martin. C'est quoi qui vous a motivé à démarrer ce projet? C'était quoi la démarche derrière? En fait, déjà, tout simplement, au début, j'ai beaucoup photographié Tess, mais d'abord Laïka. Et beaucoup dans sa maison de famille, en fait, enfin, maison de famille, dans la maison Là de où ses parents. j'ai grandi. Là où elle a grandi, qui est une maison dans le Maine-et-Loire, au bord d'une rivière, au bord du Loir, qui est une très très belle maison et où Tess a forgé sa personnalité. Et j'ai tout de suite, naturellement, en fait, je l'ai photographié, quoi. Et puis après, on a fait un voyage ensemble aux États-Unis. On a été à Boston voir. Parce que en fait, je suis à moitié américaine, donc Ouais, on a été voir ma famille aux États-Unis. Et à ce moment-là, à Boston, il y avait l'exposition de Saliman, qui était une photographe que moi j'aimais beaucoup déjà, mais j'avais jamais vu d'expo. Enfin, jamais vu l'expo de son travail permanent de Family. Et on l'a vu ensemble. Immédiate famille. Immédiate Family. Et ça, en fait, on s'est dit, mais c'est trop bête qu'on fasse juste des photos comme ça, on pourrait faire tellement plus. Et on est rentré en France et j'ai ressorti ma chambre avec laquelle j'avais déjà fait plusieurs boulots, déjà en calotype. Et à la fin de l'été, on a commencé les premières images. Et je me suis vite rendu compte en fait, du potentiel qu'il y avait autour de Tess, de sa personnalité, de cette cet maison, endroit-là. de Surtout, cet endroit-là. ouais. C'est pas tant la maison, c'est aussi vraiment l'environnement, la rivière, les bras morts. Ouais, la maison, on la voit pas. En fait, la voit pas, ouais. Non, Mais par contre, c'est vraiment... Parce qu'en fait, moi, Tess, donc, au début, c'était une amie et je la connaissais qu'à travers Libé et qu'à travers Paris. Mhm. Et en fait, quand elle m'a invité dans sa maison, en fait, j'ai compris qui elle était. Et j'ai compris toute une partie de sa personnalité qui m'était inconnue. Et je l'ai vu grimper dans les arbres, je l'ai vu se baigner dans des eaux boueuses. Et moi, j'étais derrière, tout fragile. Et j'étais vraiment un poussin, quoi, au milieu de tout ça. Et j'étais en fait assez fasciné par l'agilité qu'elle avait en ces lieux. Et c'est là que l'histoire d'amour en fait est née, en fait, parce que j'ai découvert toute une partie de sa personnalité, voilà, qui m'était inconnue, et c'est là que ça s'est un peu transformé entre nous. Et du coup, c'est naturellement qu'en fait ce boulot il est né. Et donc Fisheye, vous leur envoyez l'idée ou la série? Donc moi j'avais déjà monté la page sur mon site web, donc c'était déjà très beau. D'accord. Et j'ai envoyé le boulot et ça a été pris assez vite. Ouais. Trop cool. Donc c'est sorti tout récemment. Toi, en tant que modèle là-dedans, c'était quoi ta place dedans en tant que personne qui est passionnée de l'image et qui bosse dans l'image et qui se retrouve maintenant dedans? Je sais pas, genre je me suis un peu extrait de ce truc de personnes qui travaillent dans l'image. Enfin, c'était pas trop notre rapport quand on shootait en fait. Et je sais pas, j'ai assez vite appris à pas trop être dans le contrôle, ou en fait j'ai pas trop de problèmes avec mon image, ou je suis pas trop dans le contrôle de mon image. Et Martin en plus il est un peu autiste quand il photographie. Genre au moment de la prise de vue, il est extrêmement concentré parce que c'est quand même une galère de photographier à la chambre dans la rivière. Genre il y a tout qui bouge, il y a un million de réglages, et si tu merdes en fait, ton film il est foutu. C'est foutu. Donc, ouais. Tu me demandais quelle était ma place au sein de cette série, et c'est vrai qu'au moment de la prise de vue je suis un peu en retrait parce que Martin est assez concentré et tout, mais on pense et on travaille beaucoup les scènes ensemble avant, et il y a plusieurs scènes, plusieurs photos notamment où c'était qui viennent de moi en fait, où c'était mon idée,
celle sur la branche, par exemple, où je suis assise, ou à un moment, il y a une photo de mes fesses avec un bleu et tout le monde a des idées un peu bizarres sur ce que c'est, mais je me suis juste cassé la gueule par terre. Et je sais pas, l'idée, c'était un peu de montrer comment l'environnement a pu m'impacter, en fait, mon environnement direct à cet endroit-là. Putain, Ouais. j'ai à nouveau une bête. Et... Donc en fait, c'est un travail d'équipe en fait. Chaque photo est un travail d'équipe, ou alors il y en a certaines que toi t'as proposées. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une coproduction, et Tess, elle a pas simplement été l'objet de mon regard. En fait, elle a vraiment participé aux scènes. Elle s'est mise en avant. En fait, elle a pensé aussi sa façon de se représenter. C'est un travail autour de sa personnalité. Donc tout ça, déjà, c'est elle. Et puis après, il y a beaucoup de choses qu'on a calées ensemble, que ce soit le rendu. Elle m'a beaucoup aidé pour l'editing, etc. Donc, en fait, c'est un travail qui, évidemment, n'aurait pas existé si elle n'était pas là. Mais si elle n'avait pas participé, il n'aurait pas été aussi beau, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait, en fait, quand même très ensemble, quoi. Elles viennent d'où les scènes ou les situations que vous mettez en scène, justement, comme vous les mettez en scène? C'est souvent des choses qu'on a vécues, en fait, et qu'on reproduit avec l'univers chambre, en fait, donc quelque chose qu'on peut faire à la chambre. C'est l'exposition aussi des totems, un peu, de notre relation, de cette maison, des choses qu'on aime, donc que ce soit les chats, le couteau, les arcs, tout ce qu'il y a autour de cette maison. Donc on les expose, c'est l'exposition de l'intime. Comme je disais, le travail, c'est vraiment un huis clos, donc, où seule Tess évolue dans un univers où il y a des objets, des animaux morts, vifs, etc. Mais c'est vraiment un dialogue, en fait, entre elle et moi, qui est un peu en dehors du monde, en fait, où on oublie tout le reste et où on dessine. On a exposé le monde un peu à notre image, un peu comme on aimerait qu'il soit tout le temps. Enfin, il y avait aussi une envie que ce soit un travail assez féministe aussi, et que ce soit pas à nouveau un homme qui photographie sa petite copine, et comme c'est des boulots qu'on voit souvent, et du coup on a été assez attentif à ce que ce soit pas juste en fait, chaque image a un double sens et un signifiant assez fort, et c'est pas juste l'exposition d'un corps, tu vois, et c'est pas juste joli, en fait. Et il y a plein de photos qui sont pas très Souvent, quand les femmes sont photographiées, il y a une abstraction autour de leur personnalité, en fait. Et souvent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on revoit souvent, et même la personnalité des femmes dans la société, elle est souvent mise en arrière-plan, en fait, à la fois souvent dans le choix des partenaires. Il y a plein de gens, en fait, qui choisissent juste une copine jolie. Voilà. Donc cette première image très forte. Ouais, qui est une des images les plus fortes du boulot, et je pense qui représente assez bien le travail. À la fois dans le bayou, donc les eaux saumâtres, un peu boueuses, l'arbre, et puis la façon dont le corps de Tess est photographié aussi, c'est-à-dire une nudité simple, en fait, qui est ni érotisée, ni sexualisée, qui est photographiée de façon ni valorisante, ni dégradante, enfin, qui est une nudité d'enfant, quoi, simple. Et puis il y a ce regard aussi, donc tout de suite elle me regarde, donc on comprend qu'il va y avoir un dialogue, en fait, je pense, entre elle et moi. C'est presque faux de te dire que c'est de la mise en scène. Ouais, mais d'ailleurs c'est vraiment la meilleure des quatre, hein. Les autres, elles étaient vraiment moins bien, quoi. Et là je te raconte pas le bordel, juste pour la faire, parce que Tess est sortie de l'eau depuis au moins 2-3 minutes, parce qu'il n'y a aucune vague dans l'eau. Moi j'ai arrimé le bateau des deux côtés, la chambre bouge. Je commence à avoir des sangsues aussi. Je tire le truc, et là on arrête de bouger pendant au moins 1 minute pour qu'il n'y ait plus rien. Et à chaque fois, ça prend son... Moi, je suis sur un bateau, là. Je pensais même pas que tu étais sur un bateau. Pour moi, tu étais sur le bord. Non, je suis sur un bateau. Donc, là, on rentre au bout du technique. Mais la technique, ce qui est intéressant, c'est que la technique est complètement derrière. Elle est complètement oubliée, en fait. On la voit pas. On pense qu'au sujet. Et la particularité de la chambre, c'est que tu peux rien prendre sur le vif, en fait. Parce que c'est des temps de pause très longs. Donc, il faut tout mettre en scène. Donc, tu peux recréer des scènes surtout au de calotype, vie. Parce que le calotype est sensible à 5 ISO. Donc, si tu veux, le moins de temps de pause, c'est 1 seconde. Donc ça évite déjà tout le mouvement, tu peux pas faire. C'est pas des choses sur le vif, c'est forcément mis en scène. Tu peux recréer une scène peut-être qui a existé sur le vif et que tu as envie de refaire, ou sinon il faut penser à des compositions, quoi. Ouais. Et après, mais par contre, vraiment, le calotype, en fait, donc je sais pas si les gens savent un peu ce que c'est le calotype, je vais essayer de le préciser. Vas-y. En fait, donc dans une chambre photographique, traditionnellement, on mettait du film photo.
donc de la pellicule en fait, ce que les gens appellent la pellicule, donc du film, qui est sensible entre 100, 400, 800 ISO en couleur ou en noir et blanc. Le calotype, ça consiste en fait à mettre dans le châssis un papier photo, donc ce que normalement on glisse sous l'agrandisseur pour ceux qui ont déjà fait des tirages. Donc quand on passait la lumière à travers le négatif, après ça tombe sur un papier et c'est là que naît la photo. Donc nous on prend directement ce papier qui est sensible à 5 ISO et qui n'est pas sensible à la lumière rouge puisqu'on peut travailler dans le labo à la lumière rouge. Donc il y a tout le spectre rouge qui n'est pas pris en compte. Et donc, ça a un rendu très particulier. Il y a une dynamique qui est très faible dans le papier. C'est pas sensible au rouge, donc il faut faire des corrections d'exposition dès qu'on passe midi, parce que il y a beaucoup de rouge après midi dans la lumière. C'est très peu dynamique, donc on peut travailler que le matin et le soir quasiment. Donc dès qu'il y a du soleil, on peut plus. Les contraintes qui s'accumulent petit à petit. Donc, Le rouge apparaît sombre ou clair du coup? Il n'apparaît pas. Noir, quoi. Non, Noir. il apparaît pas. Alors, Bah, oui, si, il apparaît. ouais. En fait, si tu veux, il insole pas le papier. Donc le rouge apparaît noir puisqu'il insole pas le papier. Par exemple, on a une photo de tomates à la fin de l'été. J'ai vu, ouais. Les tomates sont vraiment Ils très sont noirs parce que foncées, le film, en fait, il n'est pas sensible au spectre rouge. Donc tout ce qui est rouge n'apparaît pas. Ma question c'était, est-ce que les taches par exemple un peu rouges sur la peau vont avoir tendance à être sombres? très foncées, ouais. Alors elles vont être sombres par exemple, et les ça grains fait de beaucoup beauté, sortir la ouais. couche bleue. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, celle-ci. Donc, cette image, c'était intéressante aussi parce que donc là, c'est en fin de journée. C'est un coucher de soleil sur Tess et on doit être à peu près à 80-90% de rouge dans le spectre de la lumière. Donc le calotype n'est pas sensible au rouge, donc c'est pour ça qu'en fait on a une forme d'accident parce que la photo est complètement sous-exposée. Elle est surdéveloppée déjà et en plus surscannée, donc ce qui fait cette matière hyper forte avec beaucoup de traits, beaucoup de dégradation dans le fichier. On voit la trame même du scanner qui est resté. Et les accidents nous intéressaient. Et particulièrement sur celle-ci aussi parce que en fait, on aime bien qu'il y ait un côté inquiétant à cette série. Ouais, bah, c'est ce qu'on retrouve aussi avec la photo du bleu, c'est-à-dire que l'idée c'est de montrer la vie, mais pas forcément. Enfin, la vie du quotidien, c'est pas que des bons moments, c'est aussi des angoisses, des peurs, des choses qui nous effraient, des accidents, des maladies, des morts. Et quand on parle de la vie, c'était naturel pour nous d'intégrer aussi ces dimensions-là, en fait, tout simplement. Donc ce bleu sur le corps de Tess, hors contexte, il vous intéressait de le mettre en avant pour susciter l'étonnement, presque l'inquiétude. C'est ça, une forme de transgression aussi, parce que évidemment, dans un boulot comme ça, les gens vont tous se dire mais est-ce qu'elle a été battue? Est-ce qu'elle parle de son enfance? C'est les retours que j'ai eu, alors qu'elle s'est juste cassé la gueule en montagne, c'était assez drôle. Ce qui est fou, c'est que parfois la lumière est même douce en fait sur le sujet. Donc on a des lumières dures, des lumières douces, mais je pense que des fois la lumière était chaleureuse sur le sujet et au final on a quand même une ambiance assez le très calotype, grave. c'est très charbonneux. c'est le rendu de la. C'est assez le dramatique rendu de en la fait chambre, au niveau de l'ambiance. Une autre image importante et qui est souvent mal interprétée, c'est celle du couteau. C'est vrai que vous jouez beaucoup avec ces ambiances un peu graves. Ouais, un peu dark, ouais. Mais moi déjà j'ai toujours fait ça dans ma photographie et puis parce que pour moi pendant longtemps le monde était inquiétant en fait, j'étais un enfant assez angoissé etc et tout. Donc quand j'étais petit je voyais des choses qui étaient peut-être positives mais pour moi c'était un peu angoissant, donc en fait je pense que c'est resté j'étais un enfant très inquiet en fait. D'accord. Et du coup je pense que c'est resté dans ma photographie et et maintenant j'aime en jouer parce que évidemment ça par exemple c'est un hyper beau moment. C'était pendant le confinement donc on s'est confiné là-bas. Et comme tout le monde, je cherchais des trucs à faire et finalement j'ai pas mal bricolé pendant ce confinement et j'avais trouvé cette lame de couteau dans l'atelier qui était toute rouillée, qui devait être au grand-père de Tess, je pense. Et finalement, je l'ai restaurée. J'ai commencé par polir la lame, etc. Et le bois, en fait, c'était un morceau de bois que son père avait coupé cet hiver du cerisier qui est juste en face de sa chambre, en fait. Donc c'était vraiment un arbre important pour elle parce que chaque été il fleurit devant sa chambre et du coup j'ai fait le manche etc et finalement je lui ai offert et on a eu envie de faire une photo et les gens voient des choses abominables dans cette photo alors que pour nous on a juste voulu montrer qu'il était immense et on s'est dit comment on va faire, on va le poser sur l'avant-bras pour avoir une forme de une référence ouais c'est ça et du coup les gens voient des choses atroces dedans alors que pour nous c'est genre juste en fait c'était un cadeau et un moment assez doux quoi. Mais ça vous plaît ça qu'il y ait autant de lectures? Oui, bien sûr. Ça vous plaît que ça puisse être interprété autant dans l'inquiétude que dans le beau, que c'est quelque chose qui vous plaît ou est-ce de toute façon, je pense que quand les choses sont évidentes, elles sont pas très intéressantes. Si tu as compris tout au bout de la première lecture, c'est pas faux. Tu te fais un peu chier. Donc là, c'est différents niveaux de lecture et puis ça permet aussi mais ça c'est un lieu commun, mais que chacun projette ce qu'il veut y voir aussi en fait.
Est-ce qu'il y a des photos que vous préférez, non pas dans leur esthétique, mais dans le moment que vous avez passé? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des photos qui vous rappellent des moments? Parce que je suppose que nous, qui les voyons, mais qui n'avons pas vécu ni la prise de vue, ni la mise en scène, ni les moments que vous avez passés à les produire, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans ces images et qui font que vous allez en aimer une plus que l'autre, même si c'est pas la plus forte, par exemple, à votre goût il y a du storytelling derrière qui fait varier un peu votre... Ouais. Bon, elles ont toutes... en fait, c'est tellement galère de bosser à la chambre que c'est toutes des moments de 30 minutes, voire 1 heure de refaire. Mais après, il y a cette photo qui est... En fait, c'est rare d'avoir des instants décisifs à la chambre, mais ça, c'en est un. Et on a récupéré un petit chaton dans la rue l'année d'avant. Et Bakounini s'appelle. Et on voulait le photographier en fait, et il passe son temps sur ce poteau à surveiller le pré d'en face dans lequel il chasse. C'est un tortionnaire en fait, ce chat. Et en fait on le réveille et je le pose sur son... Parce qu'évidemment un chat posé sur un poteau, il reste pas. Et en fait, comme il venait juste de se réveiller, il s'étire, tu vois. Donc, il a vraiment cette position de chat d'Halloween, un peu. Il s'est étiré pendant longtemps, je suppose. Non, ça c'était vraiment... Parce que là, donc, on est en plein soleil derrière, tu vois. Donc là, le temps de pause, il doit être autour du 8e de seconde, quelque chose comme ça. Okay. Et moi, j'avais calé ma mise au point sur le poteau pour être sûr qu'il soit net, parce qu'à la chambre, il faut penser à tout. Et donc, le chat, on pouvait le faire interagir que sur le poteau. Donc, évidemment, il fallait le poser, parce qu'il fait souvent ça, mais nous, il fallait qu'on le pose. Donc on l'a réveillé, on l'a posé et à ce moment-là il s'étire et là quand je le vois en haut je déclenche et on a la photo et on a une autre qui était très belle aussi mais celle-ci elle est vraiment... Je m'étais arrêté la première fois que je l'ai vue, votre série, je m'étais arrêté sur celle qui est juste en dessous du chat là, avec Tess qui plonge parce que je trouve qu'elle est super dynamique. Alors, je suppose que tu l'as pas faite à la chambre. Voilà, on a essayé de les faire à la chambre et c'était ingérable. J'avais un moignon à la place des jambes en fait. Ouais. Parce que... Ah ouais, avec le mouvement, ouais. C'était horrible. En plus là, donc on est sur un coucher de soleil, donc pareil avec les mêmes problèmes d'expo. C'était horrible en fait à la chambre, on n'a rien eu. Et pareil, celle-ci, il y a une telle dynamique dans l'image au niveau des contrastes. On doit être à 10 diaph d'écart, donc là, il n'y a qu'un numérique qui peut l'encaisser. Alors un film pourrait l'encaisser, mais pas le calotype. Je voudrais peut-être parler aussi de cette photo. Donc c'est un linceul qui est sur mon chat, qui correspond à l'enterrement du chat, en fait, mon chat Émile, qui est mort à l'âge de 8 ans et qui est mort à Paris et qu'on est venu enterrer sur une île en face de la maison. Et voilà, on a fait des funérailles pour lui, on a essayé de lui faire un bel enterrement. C'est fou comme en fait, finalement, c'est un portrait de vous, de votre histoire, de votre couple, de Tess, et dans lequel, en fait, vos sujets ne sont pas forcément uniquement Tess, vous, et on voit cette tomate, ce couteau dont on va sûrement parler après. C'est une étude de la personnalité de Tess et c'est la vie dans cette maison aussi. C'est vraiment c'est cette narration-là qui... Comme on est beaucoup entouré d'animaux, en fait, il y a des chats, il y a un cheval, ouais, c'est ça. C'est assez fou d'être arrivé à avoir une série aussi homogène dans le sujet, en montrant autant de sujets différents. En fait. Comment vous avez fait pour choisir? Vous avez dit dans Fisheye, il y avait 8 photos. Ouais, alors c'est pas moi qui ai choisi. Comment c'est Fisheye, ouais. Forcément Tess, iconographe, non? Non, c'est Fisheye. Ah oui, non, d'accord, c'est Fisheye qui le fait directement. Ouais, c'est Fisheye, ouais. D'accord. Et vous savez comment elle a été faite, la sélection? Non, c'est vraiment... d'accord. Donc, et vous en êtes fier de la sélection? C'est pas un peu frustrant, justement, sur je le dis, mais en même temps, il m'a dit, bah oui, mais on peut pas... Enfin, tu vois, il n'y a pas que Fisheye Martin Colombet, donc c'est normal. Mais c'est vrai que quand tu portes un boulot depuis 3 ans, que tu as 40 images exploitables et que tu en vois 6... C'est sûr que c'est dur, mais en fait c'est normal parce qu'eux aussi, ils ont d'autres photographes et que chaque photographe se dit c'est dur, donc en fait c'est totalement naturel. Mais c'est surtout, est-ce qu'avec cette contrainte de 6, tu aurais fait une autre sélection dont tu aurais été... Probablement, mais ça c'est pas grave parce que de toute façon quand tu photographies, tu as une charge émotionnelle sur tes photos qu'il est intéressant d'abandonner en fait. Et que c'est exactement le principe d'un iconographe ou d'un curateur, c'est quelqu'un qui va venir poser un regard neuf sur ses photos et ça c'est quelque chose de très bien. C'est pas du tout critiquable. Au contraire, c'est quelque chose de... on est très content de la publier. On est très content de la publier. Mais c'est vrai que en fait, c'est l'abandon d'un bébé quelque part. Enfin, quelque part, c'est un choix, c'est forcément... Ouais, voilà. Et t'es obligé d'être déçu, en fait. Tu vois, parce que tout le monde en parle de façon différente. Et quand je vois des gens qui voient de la violence là-dedans, des enfants battus, des couteaux, quelque part, j'avais pas envie que les gens pensent ça, même si j'ai semé le trouble. Ah, donc la double lecture n'est pas forcément toujours... non, bien sûr que non. Et puis, mais ça, c'est toujours... Moi, quand je photographiais les squats, je photographiais des gens trop beaux, tu vois, des anarchistes libertaires qui étaient... et les gens me disaient « Ah, mais je me souviens, ton squat sur les SDF. » Tu vois, et pour moi, c'était pas des SDF, tu vois. Ouais.
C'était des anarchistes robots qui vivaient dans des squats. Mais en fait, t'es constamment... J'avais photographié un squat africain et les gens me disaient « Ah, ton boulot sur les sans-papiers ». Donc en fait, il y a toujours une dégradation tu vois, que tu maîtrises pas et bon, c'est comme ça. Mais les gens projettent la première chose à laquelle ils pensent. Quoi. Et est-ce qu'après, tu te sens le besoin justement de corriger ça ou non? Du coup, tu es... Non, parce que sinon, je créerais des photos évidentes et je dirais sous la légende ce qu'il faut penser. C'est ça, ce serait des photos d'archives ou des documents. Ouais, bon, après, voilà. Moi, je crée le trouble. Tu vois, on a pensé à ce que les choses soient comme ça. Tess était OK pour être représentée comme ça aussi, parce que c'est pas rien. Parce que elle représente déjà son corps, ce qui est pas forcément facile. Et puis, dans une noirceur que je projette sur elle aussi, qui est pas forcément évidente, hein, tu vois. Mais c'est quelque chose dont on a discuté, voilà, qui est une forme de négociation aussi dans le portrait, tu vois. C'est-à-dire qu'est-ce que toi tu veux montrer, c'est pour ça que c'est une coproduction, parce qu'en fait il y a des images auxquelles peut-être je tenais, qu'elle aimait moins, d'autres auxquelles elle tenait. Par exemple, moi j'ai pas beaucoup d'affection pour celle du canoë, Tess l'aime beaucoup, donc je l'ai mise, tu vois, et voilà, c'était... Moi j'ai pas trop de problème à être dépossédée de mon image. En fait, pour moi ce qui était important c'est que ce soit aussi un boulot féministe par beaucoup d'aspects. Et par exemple, la photo du canoë, elle était importante parce que c'est un moment où je suis active, en fait. Et j'avais pas envie que ce soit que des photos ou celle où je suis en haut de l'arbre aussi, tu vois. Je voulais pas que ce soit... Je sais pas si vous voyez, donc ça, c'est l'arbre de son enfance. C'est l'arbre à son. Ouais, je l'avais vu. Là-haut, là. Voilà, je l'avais vu. C'est un arbre, elle a passé son enfance dedans. Elle est cachée. Elle est à 8 mètres de haut, surtout. Mais elle est très, très haut au-dessus de l'eau. Ouais. Donc, être dépossédée, ça me perturbe pas beaucoup. Par contre, j'avais d'autres revendications. Mais, Elle avait très peur qu'on projette sur elle des choses, je pense, qui concernent que le physique, ou tu vois, que la beauté, ou que quelque chose d'un peu superficiel. Alors que moi, en plus, c'était vraiment mon idée de montrer sa personnalité. Ça, c'était dès le début. Mais encore fallait-il que ça soit possible à la fois avec la chambre et en plus dans la façon de le faire. Ah, c'est pas forcément évident de se livrer autant photographiquement parlant. Quand on parle de personnalité et qu'au final on parle de la personnalité en montrant un physique ou c'est l'exposition d'un et... intime en fait. Donc c'est si ça. Moi je te dis tu vas photographier ta copine au réveil dans des instants qui sont qu'à vous et puis tu vas les montrer à tout le monde, c'est pas simple en fait. T'as peur du jugement, t'as peur du regard des autres, t'as peur de certains commentaires, t'as peur de plein de trucs. Ça c'était tout du long ou est-ce que c'était c'est pas quelque chose qui t'a... Quand on faisait les images, elles nous appartenaient qu'à nous deux, donc en fait, t'y penses pas trop, quoi. Mais après, quand tu publies le boulot et que tu refais les derniers editings, en fait, là, tu penses beaucoup à ça. Tu penses... Et puis, quelque part, moi, j'ai un corps assez normé aussi, j'ai un corps blanc, je suis assez fine... Et du coup, je voulais pas que ce soit, je voulais pas être objectifiée, je voulais pas que ce soit superficiel. Et je crois qu'on a vraiment évité ces deux écueils et j'en suis assez fière du coup. La série est vraiment très chouette. Où est-ce qu'on peut la retrouver si on la cherche? Où est-ce qu'elle est publiée? Où est-ce qu'on peut voir plus d'images? Pour le moment, donc il y a une petite publication, une publication de 6 pages et quasiment 6 photos dans Fisheye. Et puis sur mon site internet pour le moment où la série est au complète. Et puis voilà, et puis donc aussi sur internet, vous pourrez voir un peu les photos du making of aussi. Donc travailler à la chambre. Ça j'avais pas du tout vu. Donc voilà, donc là une chambre qui est posée sur un escabeau qui tient avec une roue de voiture. C'est une méthode très académique qu'on vous apprendra à l'école. Le garage à vélo qui nous a servi de labo. Vous pourrez voir un peu plus... parce que je sais que la technique intéresse quand même pas mal de monde sur ce boulot. Bien sûr, ouais. C'est quand même. Puis les coulisses s'intéressent en général sur un projet aussi fini et aussi sur le long terme. On aime bien savoir ce qu'il y a derrière quelque part. Voilà. C'est clair. Quand on sort un projet comme ça, qu'on bosse sur la longueur, au final, sur combien d'années vous avez 3 ans, mais après, c'est pas... 3 étés, on va dire. 3 étés. Ouais, c'est pas fini non plus. C'est pas fini. J'allais dire, du coup, quand on publie une série ou un travail comme ça qui a pris autant de temps, est-ce qu'une fois qu'il est publié, on n'a pas Non, pas du tout. Comme une falaise, quoi, en se disant, et maintenant? Non, au contraire, moi, je l'ai retenu au maximum. J'avais vraiment envie de le retenir, ce boulot.
Et finalement, je suis content qu'il soit montré. Et maintenant, au contraire, on va pouvoir refaire des images. Mais je voulais pas le sortir trop tôt. Donc tu continues à alimenter la page ou tu vas continuer à Ouais, alimenter la page? mais en fait, à un moment, on avait atteint ce que la vie pouvait nous offrir, si tu veux. Donc, à un moment, quand tu as épuisé toutes tes scènes, si tu cherches à faire encore des images, tu fais soit de l'escroquerie, soit des images moins fortes. Donc maintenant, bon, là, on a un peu épuisé ce qu'on avait à photographier. Bon, on a encore des idées. Il y a encore des idées, ouais. mais si tu veux, maintenant, il faut laisser la vie un peu faire son travail. Quoi. Ouais. Alors d'autres choses à raconter qui vont vous arriver après. Des nouveaux animaux, des nouveaux. Alors, on n'a pas photographié notre chien encore. Donc, Votre chien qu'on voit partout sur Instagram que vous avez adopté récemment. Donc il faut son portrait. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce travail. Je vais sortir un livre qui est un peu grand et dans lequel on va vous laisser une page blanche. Pendant qu'on discute un petit peu, on va continuer à s'échanger des recommandations. On a commencé à le faire. Je vais vous donner cette page de droite. Hop. Et tour à tour, vous allez pouvoir vous partager cette page. Vous en êtes totalement propriétaire. Pourquoi faire ? Ce que vous voulez. Laissez une trace de votre passage. Comme chaque invité qui passe à cette table. Donc j'étais content que en plus, vous avez de la chance parce que là, vous pouvez utiliser moins de voilà, moins de vous avez pages, une parce que vous demi-page êtes deux. chacun. Dessin, vraiment ce que vous voulez, vous en êtes totalement propriétaire. Tu commences, Tess ? Tu veux commencer ? Pendant ce temps, on va Vas-y. demander à l'autre de nous donner des recommandations d'artistes, de photographes, de ce que vous voulez, de séries, de choses qui vous inspirent ou que vous aimez, pour partager avec les gens qui nous regardent. Alors moi, mes inspirations, elles sont assez anciennes en fait, donc Ouais. je les ai plus forcément sur Pas de le bout souci. de la langue, etc. Mais il y a beaucoup de photographes qui m'ont intéressé, principalement l'école américaine quand même à la chambre évidemment, donc Richard Avedon, Burtynsky, des gens qui utilisaient la chambre, Walker Evans, comment il s'appelait aussi, j'ai oublié. Enfin beaucoup de photographes qui travaillaient à la chambre et au portrait. Comment ce mec j'adorais son boulot. Je l'ai plus là. Je passe plus mon temps dans les livres, mais j'ai l'impression qu'un peu ma culture photo, elle est faite maintenant. Même si bien sûr il y a toujours des trucs à rentrer. Il y a toujours des nouveaux trucs. Mais maintenant, ce qui va influencer ma photographie, c'est beaucoup plus la vie en fait. D'accord. Donc Ok. ce que je vis au quotidien, mes passions. Vraiment autour en fait de la photographie. La photographie, c'est devenu une toute petite partie de Mais ma donc vie maintenant. ta culture photo telle que, avec les choses qui t'inspiraient, était plus old school avec l'ancienne photo américaine, Clairement, ouais, les gros noirs et blancs, les Ouais. Évidemment, American West, de Richard Ansel Avedon, Adams, qui est- tout ça. Ouais, voilà, Ok, c'est ça. Ouais. Je vois très bien. Donc, c'est vraiment moi, c'est ma cam, quoi. Après, la musique est importante aussi, je trouve, chez moi, mais enfin, en tout cas, dans mon intime. Ouais. Tu peux donner des inspirations Ouais, musiques, parce on que a tu eu veux, hein. tout. Hein. Max donne souvent des séries Netflix, ça va dans tous les sens. Hein. Des C'est- recettes de cuisine. tu es vraiment, libre. tout s'y passe, quoi. Moi, en musique, c'est surtout la musique classique en fait, parce que j'ai fait une école de musique classique quand j'étais petit. Ok. J'ai fait le conservatoire. Et du coup, ce qui me touche vraiment le plus profondément, c'est souvent la musique classique un peu dramatique, donc les Passions de Bach, les Stabat Mater, voilà, les choses comme ça, de Pergolèse. Mais après, c'est des trucs que j'écoute pas souvent, mais que. En fait, il écoute Duval toute la journée. Mais... Et c'est ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai réussi à tendre un pont avec des artistes modernes. Et ce que j'écoute en contemporain, c'est beaucoup plus des rappeurs, ouais, Ok. que j'écoute beaucoup aussi. Mais et donc Vald, je suis un méga fan parce que je trouve que c'est vraiment le clown, c'est l'arlequin parfait, quoi. C'est le mec qui a l'air d'un C'est la gros dérision débile. au maximum. Et en fait, quand tu écoutes ses textes derrière, il dit énormément de choses qui me touchent beaucoup. C'est vrai. Voilà, c'est quelqu'un de déçu du monde profondément. Enfin, je sais pas s'il est déçu, mais Son personnage est déçu en tout cas. ouais, j'aime beaucoup son personnage. Après, voilà, il y a des trucs dans le rap que j'aime pas, mais je me suis beaucoup inspiré des rappeurs pour arrêter de me prendre au sérieux en fait, parce que je pense qu'il y a une période où on a l'impression d'avoir fait le tour un peu de sa culture photographique, etc. Et on est mature, on a l'impression d'être mature et tout est sérieux, etc. Et en fait, je trouve que cette jeune génération, parce qu'ils sont un peu plus jeunes que moi déjà, je trouve qu'ils sont trop bien parce qu'ils s'en foutent en fait de plein de trucs, et je trouve génial, Vald, c'est le bon exemple du je m'en foutiste. ouais. Ouais. Et en même temps, c'est un mec très très fort et très cultivé, et surtout qui est hyper doué,
marqué vraiment. Si tu veux, on fera un diaporama de tes photos de quelques secondes sur de la musique classique ou sur Bald, au choix. Ouais, ça marche. Ouais, puis je l'ai photographié en plus, c'était trop Ah, tu l'as photographié? Ouais, c'était un bon moment. Ouais. Il n'en avait rien à branler. Quoi. Il est genre appuyé comme ça. Et dès qu'en fait toute l'interview était comme ça, il n'avait rien à foutre. Après, c'est un peu un personnage là pour le coup. Mais vraiment, enfin, tu vois, je pense qu'il Il joue pas trop. Il joue pas trop non plus, quoi. Et du coup, je lui dis, en fait, c'est quoi, bouge pas. Il me dit, trop bien. J'ai fait 10 photos comme ça, et après, j'avais monté un truc à côté, et les photos étaient moins bien que cette photo-là, qui était vraiment assez proche de lui, quoi. Tess, toi, est-ce que tu as des recommandations pour nous? Des choses qui t'inspirent ou que tu aimes? Alors, ce qui est dur, c'est que je vois tout le temps passer plein de trucs et j'arrive jamais à répondre à cette question quand on m'en demande qu'une. Mais si, là, j'ai quand même vu à Arles, aux Rencontres d'Arles, au festival, l'expo du photographe Smith et qui m'a bouleversée. C'est un photographe qu'on connaît depuis quelques temps déjà. Et en fait, c'est le type de boulot qu'il faut vraiment voir en expo parce que c'est très complet, il y a de la vidéo, il y a du son et c'est un photographe qui est assez fasciné par l'univers, les étoiles et le cosmique et en fait c'est une expo qui te transporte. Donc il faut voir Smith à Arles, absolument. Tu as découvert à Arles là, tout récemment? Décidération, ouais, bon, je connaissais bien mais j'ai redécouvert et j'ai été submergée un peu, c'était vraiment fort. Et voilà, après, une autre recommandation. C'est dur de choisir. Hein. Ouais. Un boulot hyper fort qu'on a publié il y a 3 jours là, dans l'IB. C'est le travail de Patrick Vac, qui est parti au Xinjiang, donc c'est cette région en Chine où vivent les Ouïghours. Ah oui. Et ça a été c'est marrant parce que c'est un livre en fait qui va sortir, donc c'est un boulot que j'ai repéré il y a 2 semaines quand l'éditeur a envoyé la prévente du livre et j'ai dit il faut vraiment qu'on le publie dans l'IB et en fait il y a 1 semaine, un truc comme ça, Kodak a publié les photos de ce photographe sur son compte Instagram. Et ils ont pris une pression. Ils ont pris une pression énorme d'internautes chinois et en fait ils ont retiré le post en expliquant que parce que le post était accompagné d'un texte qui condamnait la répression des Ouïghours, un texte écrit par le photographe Patrick donc. Et en fait ils ont retiré le post en disant que c'était pas l'opinion de Kodak, etc. Donc énorme polémique, énorme tollé. Et en fait, c'est un peu honteux qu'une boîte retire quelque chose qui soit juste aussi évident que cette condamnation-là. En fait, c'est pas d'une radicalité politique énorme que de dire que c'est grave la répression qui se passe en ce moment en Chine. Et donc voilà, j'avais envie de le publier avant, on a eu encore plus envie de le publier avec ce fait de Kodak. Et donc on a fait ça, mais avec une interview de Patrick, etc., dans l'IB, je sais pas, il y a 2 jours. Et genre le New York Times a publié 2 heures après nous, donc on était contents. Oh, wow. On était un peu là, yes. Ah ouais, non, il y a ce boulot aussi sur la photographe qui avait bossé dans aux États-Unis, tout ça, avec des images d'archives qui sont ressorties. Ah, Laura Webb Nichols, ouais, ça c'est fou ça. Ça c'est une photographe, mais qui bosse à la fin du 20e, non, au début du 20e, fin 19e. Elle est dans le Wyoming. Et en fait, tu vois les nanas qui chassent avec des cerfs à leurs pieds. Enfin, tu vois vraiment les premiers pas des pionniers américains dans le Wyoming. Et c'est beau. Et en fait, c'est des photos hyper rares. Et en fait, vernaculaire. Est-ce qu'on va parler de photos vernaculaires? Non, mais c'est une femme qui photographiait, qui archivait. Enfin, c'est marrant. Et c'est... En fait, elle est complètement tombée dans l'oubli et c'est assez fou quand même. Et du coup, des fois, tu te dis, bon, est-ce que c'est parce que c'est une femme et tout? Mais je sais pas, en fait, la question se pose parce que c'est des photos hyper fortes. Et là, il y a un bouquin qui vient de sortir, Encampment Wyoming, qui est canon. Je vous le conseille. Très bien. Top. Mais on va aller voir tout ça. Tout s'affiche sur l'écran pour ceux qui nous regardent. Max, une petite reco? Des petites recos, alors qui n'ont rien à voir. J'ai essayé de chercher des recos un petit peu dans les portraits, etc., dont on parlait, mais finalement, je commence à être un peu à court parce qu'on donne des recos tous les jours ici. Ouais. J'ai une reco d'un gars qui est australien, je crois, qui s'appelle Kaze Kavano,
Son compte, c'est GX Ace. Et en fait, lui, il adapte des objectifs de cinéma sur ses boîtiers, etc. Il arrive à avoir des rendus très cinématographiques. Il fait des trucs très dark. Il est aussi réalisateur, donc il est réalisateur photographe. Il fait des rendus où tu te dis, à chaque fois, on a l'impression que c'est une scène de film, c'est assez angoissant et tout. Et en fait, c'est fait avec un boîtier et c'est de la street photographie. Donc voilà, assez cool. Chouette à aller voir. Et moi, je vais conseiller le compte Insta de Gwen Melin, voilà, qui a toujours des... C'est un copain ? Ouais, c'est un mec que j'ai beaucoup côtoyé en manif, qui est du collectif La Meute aussi. J'allais dire qui fait pas mal de manifs, qui fait pas mal de street, tout ça, et qui a toujours des points de vue assez vraiment intéressants, avec des contre-plongées comme ça, avec des points de vue qu'on n'a pas forcément en tant que personne qui peut et puis être sur surtout, place. ce qui est intéressant dans son travail, c'est le côté politique. Et donc, très engagé. Ce qu'ils ont avec La Meute, de vraiment suivre le mouvement social de près, de ne pas le lâcher et de le mettre en avant. Ils vont dans des manifs où il n'y a personne, où il n'y a pas la presse. Ils sont proches des collectifs, donc ils ont une approche très engagée de la photographie. Et pour eux, la photographie doit être un outil au service du mouvement social, en fait. Donc c'est ce qui est intéressant dans la photographie. Et donc c'est quelqu'un avec qui on a... D'accord, j'ai découvert il y a très récemment là. Et... Ouais, il est français. D'accord, je savais même pas. À aller voir. Martin et Tess, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Ouais, super. On s'est régalé à vous rencontrer, à parler de votre travail. Super enrichissant. On a appris beaucoup de choses. On peut vous retrouver un peu partout et surtout sur Instagram. Partout, ouais. Martin Colombet sur Instagram. Et toi sur Instagram. Passion Icono. Tess, c'est Passion Icono. Ouais. Un grand merci à tous les deux. Un petit nom bien kitsch. Ouais, mais efficace. Ouais, c'est ça. Efficace. Ouais, et merci à vous. Merci aux filles merci à la technique. Au revoir, merci à tout le Ciao. monde. À très bientôt, Bye. c'était Paroles d'Images. Ciao.